Et merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM. C'est Samedi Sport. Comme toujours, Aristide Kouvidien est bel et bien en studio. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Tout va bien? Très bien. Nieni Sebabi, lui, il est le président de l'association des entraîneurs de foot du Togo. Il a été entraîneur de l'AS Douane, devenu AS OTR. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Mohamed Touré est en studio. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui sont ici et puis à tous ceux qui nous écoutent. Bien, nous allons commencer par parler des championnats. Nous commençons par la D2, la zone nord. Vous savez qu'il ne reste que 2 journées à disputer là-bas. Les choses sont en train de se préciser. Et ce match entre Agoua et Doumbé va être très disputé. Nous allons voir l'avant-match avec Roméo Etor. Agoua a son destin en main. Le club de Koussountou, dans ce dernier virage vers la montée, a obligation de gagner tous ses matchs. Celui contre Doumbé, 4e au classement, est aussi important. Les héritiers de Koussountou, à domicile, peuvent compter sur l'apport de leur public. Après la victoire sur le concurrent direct Unisport, Agoua a calé chez l'AS Bidan. Au même moment, Doumbé se faisait accrocher par Kakadl. Du coup, gagner sur le terrain de Koussountou ressemble à une mission impossible pour Doumbé. Attention à Agoua, qui doit supporter à distance la pression d'Unisport. Le club de Kouloundé reçoit l'AS Bidan à Sokodé. Agoua Doumbé, match au sommet de la zone nord. Que les acteurs respectent la règle du jeu. À l'instant, Roméo Etor, c'est un match très très important. Vous savez que au classement, Agoua a 23 points, de même que Unisport qui le suit avec 23 points aussi. Mais au niveau des confrontations directes, c'est le club de Koussountou, les héritiers de Koussountou qui l'emportent. Donc pas de faux pas ni du côté d'Agoua ni du côté d'Unisport si on veut maintenir, on va dire, le suspense jusqu'à la fin. Nieni Sebabi, vous avez connu ces genres de situations où il vous reste 2 journées, il ne faudra pas perdre, il faudra aller au bout. Oui, j'ai connu beaucoup de ces situations. Quand on jouait le championnat 2003-2004, où Maranatha nous talonnait, on était au même point que Maranatha, où nous devions jouer contre Semassi à Sokodé. Donc c'était vraiment calé, il fallait que nous on gagne à Sokodé pour prendre les dessus, parce qu'on avait beaucoup de virage, plus que Maranatha, on était au même point. Alors que Maranatha aussi recevait, je crois, Gomido chez lui aussi, donc c'était un derby. Donc ce sont des matchs vraiment difficiles à jouer. Il y a beaucoup de pression, mais je pense que tout calmement, avec beaucoup de sérénité, bon, les meilleures équipes finissent par gagner. Voilà, Agoua Doumbé. Oui, Mohamed Touré, lorsqu'on voit un peu le classement, Agoua est en tête avec 23 points et Doumbé est 4e avec 19 points. Oui, très souvent, ce sont des rencontres en piège. On va penser que comme Agoua évolue à domicile et qu'il joue avec le 4e, il peut facilement le gagner. Mais très souvent, le football, des fois, réserve beaucoup de surprises et que vraiment Agoua et Unisport ont leur destin en main parce que les 2 clubs reçoivent. Et des fois, on pense qu'en recevant, on gagne facilement alors que ce n'est plus ça. C'était dans le temps. Dans le temps, quand vous recevez, vous êtes assuré à 80% de la victoire. Mais maintenant, il y a des sales tours qui se présentent et que tout est possible. Ce match doit être suivi de près, oui, côté sécurité. Les deux matchs, normalement, bon, la sécurité, on ne doit pas en parler. Les clubs même doivent présenter à la fédération des mesures de sécurité avant que la fédération aussi n'ajoute les forces de l'ordre. Sinon, les forces de l'ordre seulement pour assurer la sécurité. Franchement, moi, je vois que c'est insuffisant. C'est pourquoi peut-être nous allons en parler. C'est pourquoi pour moi, ce week-end, normalement, il ne doit pas avoir de championnat. En tout cas, on va en parler à la fin. C'est l'un des sujets de débat du jour dans cette émission. Aristide Kouvidien, les choses se précisent. Agoua qui a raté de peu la montée en première division la saison dernière face à Sarah Football Club. C'est l'heure de la vérité, peut-être pour les héritiers de Koussountou. Eh bien, il faut dire quand même que ce serait une heure véritablement de la vérité si véritablement
au niveau de cette formation d'Agoua, on comprend évidemment l'enjeu de cette rencontre. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette rencontre du moment où vous avez une équipe de Doumbé de Mango qui est aujourd'hui 4e et qui, logiquement, après cette rencontre, si Doumbé gagne, aura 22 points, ce qui veut dire que Agoua sera toujours à 23 et que, points. Voilà, donc c'est serré. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de le dire, je le répète à chaque fois, que le championnat de deuxième division est un championnat assez compliqué. L'essentiel n'est pas de bien commencer, l'essentiel est de bien terminer. On n'est pas dans cette logique avec, il faut dire, au sud, où forcément, avec certaines rencontres, on a peut-être la chance de dire que oui, il faut dire, va peut-être gagner. Vous vous rappelez, je l'ai dit une fois, que nous sommes dans un football où pratiquement il n'y a pas cet impérialisme, disons, sportif, c'est-à-dire la domination des clubs techniquement, financièrement forts sur des clubs techniquement et financièrement faibles. Ailleurs en Europe, lorsque des clubs, par exemple, qui sont en position comme celle d'Agoua aujourd'hui, on se dira logiquement que, bien oui, face à cette équipe du Barcelone, face à cette équipe du Real de Madrid, telle équipe ou telle équipe ne peut jamais gagner. Nous sommes dans un championnat amateur où tout peut arriver. La vérité d'hier ne sera pas forcément la vérité de demain. C'est pour ça, moi, je crois quand même que c'est une rencontre qui va être âprement disputée. Mais attention, que l'enjeu ne tue pas le jeu. En tout cas, bonne arrivée, Albarka Farouk. Merci beaucoup, Franck. Bonjour à Sport FM et à tous les auditeurs de Sport FM. Tout va bien. Oh, très bien. Voilà, vous suivez la D2 Zone Nord, surtout les 2 matchs qui ont lieu. Il y a 4 matchs, bien sûr, mais il y a 2 qui se révèlent vraiment importants. Ce match entre Agoua et Doumbé, et puis Unisport et AS Bina, c'est des matchs qui comptent pour la montée en première division. Et Unisport a l'occasion quand même peut-être de mettre la pression un peu plus sur Agoua de Koussountou. Les 2 clubs ont le même nombre de points, 23. Eh bien, effectivement, moi, je suis le championnat des 2 de la zone nord. Et que, bon, effectivement, actuellement, c'est Agoua et Unisport qui mènent la danse là-bas. Mais Agoua nous a habitués à des surprises désagréables. Souvenez-vous, par le passé, Agoua commence bien. Et à quelques encablures de la fin du championnat, c'est toujours la déception. J'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer pour cette équipe qui est de ma région. Et ça serait bien que la préfecture de Tchamba puisse avoir deux clubs en D1. En D1, voilà. Alors, Unisport AS Bina, voilà, c'est déséquilibré. Ouais, c'est difficile de battre. Sincèrement, vu la forme actuelle de Unisport, je peux parier que Unisport part favori de ce match parce que je crois que Asbina est une équipe du milieu du tableau, et que j'ai appris qu'à Sokodé, quand même, les gens de Kouloundé, je crois, sont en train de se battre pour revenir sur l'échiquier de la première division. En tout cas, on verra bien. Unisport qui a mal commencé s'est vite rattrapé pour retrouver le sommet de cette compétition. Ça annonce quand même des matchs assez intéressants, tendus en même temps entre Agoua et Doumbé. C'est forcément Agoua qui aura la pression parce que là, il ne faudra pas perdre. Unisport également face à l'AS Bina aura la pression parce que le faux pas est interdit. D'autres matchs prévus pour le compte de cette 13e journée de la deuxième division dans la zone nord. C'est ce match entre Kakadel de Duffelgou et Dalou de Kabouli. Kakadel est 3e avec 19 points. On garde toujours l'espoir pour la montée en première division. Et puis Foupa, qui les 2 clubs ne défendent plus rien pratiquement. Foupa et Tchaoudjo Athletic Club respectivement classés 6e et puis 8e. Et nous prenons la direction du Septentrion pour y retrouver Gueuler Inoussa. Gueuler, bonjour. Bonjour, nous, Yamafranc. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive, les 93.9. La rue des Colibris Sport FM Lomé. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors, quand nous prenons la 17e journée de la D1 nationale de football, quels sont les matchs qui vous concernent là-bas? Vous les connaissez, on y va. Ah oui, mais je crois que les choses se précisent. Même si on a encore plusieurs journées devant, où le dernier peut être premier, où le premier peut devenir dernier. Les guerriers de Tchaoudjo ont pris la route pour se retrouver à Palimé il y a de cela 1 heure. Ils sont partis autour de 9 heures poussière, et là, ils sont actuellement en route pour affronter le Gomido de Palimé. Un match vraiment qui ne dit pas son nom, Gomido c'est ma fille. Souvent, c'est des derbys dans le grand peloton de grandes équipes togolaises.
Quant à l'équipe de l'ASK de Kara, cette équipe veut faire une opération commando sur le terrain de l'état-major des forces armées togolaises. Les slogan, c'est le Wazapanga, de victoire en victoire. Ils ont pris la route hier très tôt le matin pour se reposer aujourd'hui et demain dans l'après-midi pour affronter le dynamique togolais. Nous voulons renverser la situation, nous a laissé entendre que c'est honoré. Ils nous avaient battus sur notre terrain à Evala Stadium. Nous voulons leur savoir, nous, au protégé du général Kélis Katanga, le Jacques Bauer, attention, quand on blesse un chauffeur, il fait des victimes sur son passage. Quant à ce qui concerne Bikanti de Bassar, Bikanti fera un long déplacement pour jouer les Requemals d'Anéo, pour le sous-football club d'Anéo. Et là, Bikanti de Bassar, sur ce match que vous connaissez très bien, qui n'est pas allé à terme, les protégés du coach Bonfo Miao, elle prend les 3 points pour se relancer dans ce championnat. Quant à un derby de prospérité, même si ce n'est pas encore proche, Sarah Sport de Bafilo, depuis un certain temps, qui a commencé par la nuit des lunes et des défaites, affronte Koroki Metete de Tama, qui a fait 2 victoires à domicile contre le Dito et contre Maranatha Pouapov de Fioko, cette équipe chère au président de Koroki Metete de Tama. Ils veulent montrer de quoi ils sont capables, mais attention, l'adversaire s'appelle Sarah Sport de Bafilo. Quant à la score de Kara dans ce derby, Kabier, où ils se sont fait battre par les conducteurs de la Koda, la score veut rééditer l'espoir de la victoire. Ils vont recevoir l'équipe ottawoise, la SOTR, un supporter d'Alsco nous laisse entendre, nous n'allons pas payer les impôts demain après-midi. Fouadam va élire domicile à noter et nous n'avons tout ça avec violence, facteur 0 nous n'avons. Voilà, on a fait le tour de la première division nationale de football, la 17e journée. Alors, quand on prend la D2 zone nord, c'est la 13e journée avec 2 matchs super importants entre d'abord Agoua puis Doumbé et de l'autre côté Unisport qui joue contre on dira qui jouera contre AS Bina, sans oublier Kakadel Odalou. Les 2 premiers matchs sont les plus importants, c'est des matchs à suivre de très près. Gueuler Unisport. Oui, je crois que la Fédération togolaise de football a su bien faire. Il ne reste que 2 journées à l'intérieur du pays. Et 2 journées, ce n'est plus la peine de faire le récapitulatif des matchs dont vous avez déjà cité. Retenez tout simplement ceci. En cas d'une défaite au Talou de Kamolé demain face à Kakadele de Défalé, et en cas d'une victoire de Foucault de Sotobois sur TAC de Sokolé, je crois que la messe est dite pour les équipes situées au bas du tableau, c'est-à-dire au Talou de Kamolé et TAC de Sokolé vont se retrouver en 3e division. Je crois que c'est clair. L'équipe de Odalou n'a pas droit à l'erreur. L'équipe de Foucault aussi n'a pas droit à l'erreur parce que leur survie se joue demain. Mais quand attaque, le sort est scellé. Pour l'Unisport de Sokolé à Bois de Koussuntou, les 2 se tiennent coude à coude avec 23-23. L'équipe d'Akoua reçoit Doumé de Mango, le Tam Pawa. Les 2 reçoivent à domicile. L'Unisport reçoit Asbina de Pagouda. Si les 2 gagnent, il faudrait encore attendre la dernière journée pour voir en cas d'une victoire d'Akoua. C'est fini, le championnat est terminé, ils seront champions. Mais en cas de match nul et en cas d'une victoire, l'Unisport à Mango, toutes ces équations-là, il faudrait vraiment les résoudre avec beaucoup d'exactitude. C'est quand la Fédération togolaise de football a décidé tout simplement de faire jouer tous les matchs dimanche et à la même heure, c'est-à-dire 15h GMT, heure de Koussuntou, heure de Sotobois, heure de Sokolé, heure de Pagouda, heure de Nyamtougou, bien sûr, et tout cela, on ne cessera jamais de le dire, tout cela avec violence actuelle 0. Oui, voilà, donc tout ce qu'on peut dire par rapport aux matchs qui sont programmés, vous l'avez dit, Tchaoudou Athletic Club n'a plus rien à défendre, oui. Je crois que ça sera demain, sous le coup de 15h, un peu partout, nous n'avons pas. Et retenez ceci, ce que je vais demander à la CA et puis à l'ANAFOOT, on dit souvent que le rire, c'est le propre de l'homme. Le rire est thérapeutique. Nous n'avons pas. Je crois que ta soeur, pas de nous, Kontiwa a escaladé un mur de 3,50 mètres. J'ai voulu essayer, je n'ai pas pu. Il faudrait que les arbitres peut-être adressent un courrier au ministère de la Défense pour qu'ils puissent aussi suivre la formation du parcours de combattant. Là, c'est composé d'obstacles et ça pourra leur permettre dans de pareilles situations comme ce qu'on a vécu et à Kabou pour qu'ils puissent voir comment Badenu Kontiwa, quand elle a fini d'escalader les murs, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'étais obligé de voir là où la hauteur est un peu plus basse. Nous n'avons pas Franck, rendez-vous demain
tout le coup de 15 heures sur différents stades, nous n'avons pas. À très bientôt, Gueuler Inoussa. Excellent week-end. On va dire bonjour à Baba Touré. C'est un membre du comité exécutif de la Fédération togolaise de football qui est en studio. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien, monsieur. Très bien. On parlait de ces matchs de deuxième division. À Goua, qui reçoit Doumbé, Unisport, qui reçoit Espina. C'est les matchs les plus importants parce que là, les deux clubs sont en passe peut-être de monter en première division au sortir de ces deux matchs-là. Est-ce qu'il y a peut-être des dispositions spéciales qui ont été prises pour ces deux matchs-là? Oui, comme vous venez de le dire, il y a la toute première, c'est que les deux matchs doivent commencer à la même heure. Des deux côtés, il faudrait que la sécurité soit renforcée de part et d'autre. Et la troisième, c'est que les présidents de ces clubs soient conscients qu'il n'y a qu'une seule équipe qui est attendue pour la haute marche. Donc, il n'y a pas à se mordre le nez. Il faudrait quand même que l'on respecte les tests, rien que les tests. Les arbitres sont désignés en conséquence. Bon, et toutes les consignes ont été données pour que vraiment cette journée, partout ailleurs, soit respectée comme ça se doit. Et vous allez constater que par endroit, du moins, la majorité des commissaires, le plus souvent, c'est ou bien des forces de l'ordre ou bien c'est des anciens arbitres. Je ne dis pas que forcément ils ont quelque chose à apporter, mais quand même déjà, ça sert de moyen pour avertir les arbitres sur le terrain. Et ça fait que nous attendons que ces matchs se passent dans de bonnes conditions. Très bien. Et quand nous venons dans la zone sud, il y a également, le suspense est moindre parce que Ifodje est devant sans beaucoup d'inquiétude parce que le club d'Attaque Pamé a 7 points sur son poursuivant qui est à Gaza, mais le club d'Attaque Pamé va faire demain un déplacement compliqué du côté de Badou et ce match a été vu avant le match par Angelo Folikoé. Le vent du titre souffle en faveur d'Ifodje. Le club d'Atapamé travaille d'arrache-pied pour terminer l'exercice avec des statistiques convaincantes. Sur les 8 matchs disputés hors de ses bases, Ifodje a glané 5 victoires et 3 nuls, soit 18 points pris sur 21 possibles. Résultat attestant un parcours presque de champion. Sauf Kotoko, Asfosa et l'Étoile filante ont partagé les points avec le club de la ville des 7 collines. Ne rien lâcher devant l'adversaire, c'est le mot d'ordre de Kofi Komla, le coach d'Ifodje. À l'extérieur, il faut chercher les matchs nuls. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. À l'aller, Ifodje, dans le derby des plateaux, s'est imposé 2-1 face à Okiti, à Roussé, Sénam et aux autres de répéter leur gamme chez le voisin. La formation d'Okiti est dans la zone rouge depuis belle lurette. À domicile, l'ours de Badou est vulnérable. 2 victoires seulement face à Kotoko et l'entente 2. 3 nuls sans le moindre but marqué face à Arabia, Espoir du Zio et l'Étoile filante en plus de 2 revers subis devant Asfosa et Agaza de Lomé. Des chiffres qui prouvent que ce match face au leader incontesté est a priori déséquilibré. Mais attention, c'est un chaud derby que l'on doit suivre avec toutes les mesures de sécurité possibles afin d'éviter au maximum les affres de la violence. Voilà, les affres de la violence. On va en parler dans cette émission justement. Elbar Kafarouk, c'est fait pour Ifodje. Vu l'écart de points entre les Ifodje son poursuivant et par rapport à sa forme actuelle, j'ai des raisons à croire que Ifodje est bien parti pour revenir dans la division d'élite. Mais je sais que Agaza aussi est derrière avec 5 victoires d'affilée. Mais je n'ai pas grand espoir pour Agaza. Et vous vous souvenez de ces années de gloire d'Ifodje avec des joueurs que vous connaissez, les Teibou Miaminou, oui, d'autres joueurs comme Asobanayo, qui encore... bon, en tout cas, on était petits, on les attendait à travers la radio, avec coach l'emblématique Abra Samer. Donc, j'espère que cette période de gloire va renaître au niveau d'Attaque Pamé et que les gens de cette colline, je crois, oui, de la ville de cette colline, vont encore goûter ces joies de voir leur équipe évoluer en première division. Nini Sebabi, vous connaissez Ifodje, c'est fait, on peut le dire que oui, 7 points d'écart entre Ifodje et Agaza. Ifodje à 37, Agaza en 27.
c'est fait? Bon, pour moi, ce n'est pas encore tout à fait fait parce que vers les dernières journées comme ça, les premières équipes là dont vous parlez sont vraiment sous pression. Et si les joueurs n'ont pas un fort mental pour aller jusqu'au bout, ça peut compliquer vers la fin. Par exemple, le match contre Okiti n'est pas encore totalement acquis. Ce n'est pas une victoire acquise. Autant donné que Okiti aussi lutte pour se maintenir. Donc ça serait un choc. Et s'il faut faire un pas là-bas et Agaza gagne, vous allez voir que l'écart va se réduire. Mohamed Touré, vous faites confiance à cette équipe d'Ifodié? Oui, je fais confiance à cette équipe d'Ifodié. Mais il y a 12 points qui restent à prendre. Je pense que vu le retour d'Agaza, on ne sait pas s'il y en aura mystère. Mais de toute façon, il faut dire la chance de revenir en première division cette année. Aristide, vous voyez la même chose. Il n'y aura pas de faux pas du côté des hommes de Kofi Komlan. Non, mais je vous ai toujours dit que c'est un championnat assez compliqué. Oui. L'essentiel n'est pas de bien commencer, l'essentiel est de bien terminer. Oui, ils ont 7 points d'écart. Mais ils ont toujours commencé de la plus belle des manières, mais ils ont toujours mal terminé. Je ne veux pas être peut-être l'oiseau de mauvais augure pour dire peut-être que je ne crois pas tellement à la performance donc de cette équipe d'Ifodié. Je crois que ça va se jouer sur le terrain. Il revient maintenant à Kofi Komlan et les siens de pouvoir trouver la stratégie pour ne pas se faire battre jusqu'à la fin du championnat. Ce qui va être aussi compliqué parce que derrière, on a des équipes comme Agaza Football Club qui a déjà enregistré 5 victoires consécutives. Donc ce qui voudrait dire simplement que c'est un exploit. Et donc, face à de tels exploits, il faut quand même faire beaucoup attention. C'est pour ça que je dis quand même que je leur accorde le bénéfice de doute. Peut-être l'avant-dernière journée me permettra de bien analyser si vraiment cette équipe pourra être champion de la deuxième division dans la zone sud. Voilà, alors il reste 12 points, c'est-à-dire 4 matchs, ce qui veut dire que tout est encore possible. Agaza est derrière, 7 points d'écart, ça peut donner quelque chose, surtout que Aboubli Ataï Amavi a déjà averti qu'il n'y a plus de défaite pour Agaza jusqu'à la fin du championnat. C'est ce qu'on est en train de voir. En tout cas, ils ont aligné 5 victoires de suite et ça fait trembler d'ailleurs l'entraîneur d'Ifodié d'Atakpa. Mais on verra ce qu'ils vont montrer à Badou parce que là, c'est un derby et l'ours promet, on va dire, à Ifodié, l'enfer, ça dit sur le terrain, pas dans la violence, on va dire. Vous voulez ajouter quelque chose, Touré Baba? Non, puisque l'analyse que vous faites, c'est par rapport à la performance de chaque équipe. Moi, ce n'est pas tellement ça mon affaire. Très bien. Parce que l'équipe qui présente un aspect tout à fait respectable, et puis par rapport au test, si tout est rentré dans l'ordre, et que cette équipe gagne sur le terrain, nous ne ferons que constater et rendre compte à qui de droit. Voilà. De l'autre côté, la seule observation que je voudrais faire, c'est d'attirer l'attention des dirigeants de club. Surtout ce qui va se passer à Badou demain. Honnêtement, il faudrait que les deux présidents s'entendent pour que vraiment l'on puisse canaliser les spectateurs. Parce que nous savons, nous, on a essayé de mettre les oreilles un peu plus... Hein. Vous savez, ce qui va se passer là-bas, il n'y a que Dieu seul qui le sait. Mais nous avons l'impérieuse tâche de faire de sorte que le match se joue au respect des tests et que la sécurité soit renforcée à ce stade-là. Nous avons pris les dispositions en conséquence, en tout cas. Mais quand même, on demande que les présidents eux-mêmes fassent autant pour que vraiment qu'il n'y ait pas d'heure. Surtout qu'il y ait le fair play, parce que quand on met le fair play devant, on ne peut pas s'attaquer à l'équipe adverse. Ça, c'est clair. Oui, Albar Kafaro. Moi, je voulais ajouter que pour éviter cette tension vers la fin des saisons, concernant le championnat des deux, il faut revoir quelque part la formule. Si on peut revenir à la formule de demi-finale, je crois que ça va un peu... diminuer les tensions de fin de saison. C'est-à-dire que les deux premiers de chaque groupe se croisent en demi-finale. Et puis on dégage un champion et puis un vice-champion à la fin. Parce que d'abord, Agaza qui est aujourd'hui qui avance tout feu, tout flamme. S'il y avait ce système-là, vous voyez, la tension devrait être autre. Est-ce que vous voyez? Mais le fait de consacrer cette division de fait nord-sud là, sincèrement, quelque part aussi, je ne sais pas. Les gens, les tensions montent dans les têtes parce qu'on se dit que
c'est premier ou rien, et les gens sont prêts à tout pour ravir cette première place. Donc ce n'est qu'une proposition, comme il y a un représentant de la fédération ici. Avec le temps, s'il peut voir cette situation, je crois que ça sera bien, quoi. Nolakina, bonjour. Bonjour Franck, bonjour Sport FM. Vous allez bien? Très bien. Tout va bien? Ça va. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit ces derniers instants dans les différents championnats qu'avez-vous retenu? Je pense que qui vous a marqué? Il faut dire bien parti et ça serait bien qu'il finisse le championnat comme ça. On va garder au moins un record d'invincibilité à leur niveau et puis ça peut aussi motiver les autres clubs à faire pareil. Voilà, c'est tout ce que je pense. En tout cas, ce serait bien de finir le championnat sans la moindre défaite pour le club de la ville des 7 collines Aristide. Oui, mais par rapport à la proposition de Alba Cafaro, moi je ne partage pas forcément cette idée parce que nous parlons d'un championnat. Ce n'est pas un tournoi. Et donc quand on parle de championnat, on ne peut plus mettre, disons, en place, c'est-à-dire... un système de play-off. Oui, un système de play-off, c'est pas possible. Là, ça peut dans quel pays vous avez vu ça? Non, ça peut se faire. Non, mais c'est moi qui pose les questions. Ok. Oui, ça peut se faire. Parce que, oui, nous sommes dans un championnat. D'ailleurs, ce système de zonal, oui, c'est vrai, c'est compte tenu des difficultés. Sinon, nous ne jouons pas encore un championnat national de deuxième division. Oui, justement. Et donc, si on tenu des moyens, trouve quand même que c'est bien de le faire de cette façon. Ce n'est pas aujourd'hui en changeant de stratégie qu'il y aura plus de tension. Mais qu'est-ce qui prouve qu'en demi-finale, en optant donc pour ce système, il n'y aura pas de tension? D'ailleurs, ça va être beaucoup plus élevé, ces tensions. Vous pensez? Oui, parce que, écoutez, quand mon corps, par exemple, se qualifie pour les demi-finales, et je sais qu'il ne reste qu'un seul pas pour pouvoir être peut-être en finale, mais vous savez, tous les coups sont permis. Donc, moi, je pense quand même, c'est ma proposition. Oui. C'est vrai, c'est la proposition aussi d'Alba Cafaro. Maintenant, moi aussi, en tant qu'observateur, je pense et je respecte sa position, tout en disant simplement que je ne pense pas que ça soit la meilleure formule. L'idéal serait de faire un championnat national de deuxième division. Classique, mais pour le moment, on peut s'en tenir à ça parce que à l'impossible, nul n'est tenu. On peut le rendre autrement national aussi en faisant cette demi-finale. Oui, pourquoi pas. Bon, la fédération y pense, en tout cas, ce qui est sûr. On va trouver une formule parce que beaucoup se disent, oui, un qualifié pour chaque zone, ce n'est pas ça. Voilà, on va terminer avec les autres matchs programmés dans la zone sud. On a le match entre la Société Nouvelle des Phosphates du Togo qui n'attend plus rien dans cette compétition. Et cette équipe reçoit en temps 2. Mais là, Amenito à côté ne renonce pas. Il dit c'est jusqu'au bout. On verra. Espoir reçoit Asfosa. Là également, c'est très compliqué pour les forestiers. Agaza reçoit Kotoko de la vie à Bossimé certainement, ou bien peut-être Bossimé va encore trembler, en attendant que Lomé tremble, en attendant que d'autres villes tremblent, tout le Togo et après l'Afrique. Voilà, Agaza, Kotoko, ce sont là les matchs de la deuxième division que vous connaissez et bien sûr tous ces matchs vous les suivrez en direct sur la référence sportive pour vous donner tous les résultats et après demain à 20h30 jour de foot qui ramasse tous les matchs et pour que vous soyez au courant de tout ce qui s'est passé en cette nouvelle journée de championnat. Oui, la première division nationale vient maintenant et avant d'aborder la situation des violences, avant d'aborder après le bilan du nouvel élan à la tête de la Fédération togolaise de football. 3 ans déjà et voilà, il reste 1 an pour la fin de ce mandat. Nous allons parler de la 17e journée de la première division nationale de football avec 7 matchs comme toujours. On sait que le Dynamique togolais reçoit donc l'ASK. L'ASK est l'actuel leader. Dito veut retrouver un peu son niveau de jeu. Une 17e journée qui s'annonce compliquée pour les conducteurs. Mais là, Dito à la maison n'est pas totalement souverain. C'est ce que semble dire Grégoire Attignon dans son papier. Sur le papier, c'est une rencontre qui s'annonce équilibrée entre le Dynamique togolais et l'ASK. Certes, les conducteurs sont actuels leaders, mais n'ont pas la faveur des pronostics face au robot rouge. Les joueurs de la COSA ont retrouvé la victoire après une série de 3 rencontres sans succès. L'autre souci ces derniers temps de Kaboré Bourema et de ses hommes est l'inefficacité en attaque. Sur les 4 derniers matchs, l'ASK n'a marqué que 2 buts pour 3 encaissés. Le bilan est de 2 défaites, 1 victoire et 1 nul. Face au Dito ce dimanche, l'ASK doit retrouver sa bonne forme d'avant phase retour et surtout que son buteur maison
maison, Koudagba Kossi Edem retrouve aussi le chemin des filets. Lui qui est devenu inactif depuis pratiquement 5 matchs. Et pour retrouver cette bonne forme, il doit avoir le soutien des autres tels que le stratège Mani Sapol, Mamazougou Jawad, ancien de la maison militaire, et aussi de Nan Richard. Voilà que c'est une tâche qui s'annonce difficile pour des conducteurs devant des robots rouges décidés à jouer le titre, quelles que soient les difficultés rencontrées ces derniers temps. Oloufadi Adekami et ses joueurs sont dans l'obligation de se donner à fond pour bloquer, pourquoi pas, les moteurs des poids lourds qui viennent de la COSA. Mais le bémol de Dito, l'équipe n'arrive toujours pas à convaincre sur son terrain de l'état-major. Et comme on a l'habitude de le dire, tous les jours ne sont pas dimanches. Peut-être que cette fois, Koulouma Klibé et ses coéquipiers peuvent retrouver deux sourires. Le match Dito Dolomé ASK s'annonce déjà ouvert entre ces deux formations. Alors, on verra bien. C'est vraiment ouvert entre les deux formations, dit Grégoire Attignon. D'autres matchs sont prévus, à savoir l'AS Togoport qui va jouer sur les installations de Maranatha de Fiokpo. Nous allons écouter les prévisions de l'entraîneur adjoint Bello Semiou. Nous allons nous préparer et voir comment l'aborder contre Maranatha. Vous n'avez pas pris un seul point à la phase aller à l'essai. Oui, nous avions quand même su détecter ce qui a été le problème et nous avions travaillé par conséquent. Et aujourd'hui, ça s'améliore un peu. Je crois que nous allons rester encore dans cette dynamique pour faire un très bon résultat. Nous voulons les 3 points, nous allons les chercher. Voilà les 3 points, on va aller chercher, dit Bello Semioui. L'AS Togoport qui est classé, on va dire, lorsque vous voyez un peu le championnat 10e, on ne dirait pas que ce club a connu des expériences, surtout au niveau africain. Le club n'arrive pas à se maintenir. Mais comment peut-on l'expliquer? Changement de staff, joueurs partis, on n'a pas su les remplacer. On l'explique comment? Oui, Nini Sebabi. Oui, vous avez si bien dit, parce que l'AS Togoport n'a pas su bien préparer son championnat. Après qu'elle est revenue de la compétition africaine, il y a eu beaucoup de remue-ménage à l'état-major des portières, avec le changement du bureau, l'instabilité du staff technique, le départ de beaucoup de joueurs. Donc, je pense que ça peut compliquer, ça peut expliquer aujourd'hui leur position sur le championnat. Mais néanmoins, avec le nouveau staff technique et puis le dynamisme que ce staff technique est en train de donner à l'équipe, je pense qu'ils sont en train de revenir petit à petit dans ce championnat. Et l'AS Togoport en train de revenir 10e, on va dire, à 3 points seulement du premier relégable, qui est Asco de Kara, alors qu'il reste, on va dire, beaucoup de journées à effectuer dans ce championnat-là. Donc, voilà un peu ce qui se dit. Asco, Fouadan, on peut le dire, Ange, Fouadan, Asco, Boulessou sont aujourd'hui menacés. Albarka Farouk. C'est vrai, Fouadan et Ange, pour l'Ange de Notien, c'est pas une surprise parce que la saison passée, je crois, ils ont frôlé aussi la relégation. Mais ce qui est surprenant, c'est la position de Fouadan qui, quand même, à chaque saison, s'est débrouillé pour être au milieu du tableau, mais cette saison, je crois que ça ne va pas. Et vous allez faire un constat que tous les clubs qui ont opéré un changement de staff dirigeant, je crois ont ce problème. Il y a Fouadan, il y a Asco et puis AS Togoport. Bon, peut-être c'est l'inexpérience de ces nouvelles équipes dirigeantes qui arrivent, qui ont conduit qui a conduit ces clubs-là à la position qu'ils sont aujourd'hui. Donc j'espère que rapidement, ces clubs vont se ressaisir parce que voir AS Togoport qui a fait les éliminatoires de la Coupe africaine se retrouver à cette position-là, je crois que ce n'est pas gain. Et vivement qu'ils se ressaisissent pour les 7 journées à venir pour remonter la barre. En tout cas, la lutte va être acharnée parce que lorsque vous prenez le 11e Ange, 17 points, le 12e Fouadan, 17 points aussi, et puis Asco,
13e, 17 points. Boulessou qui a 15 points, ça veut dire qu'entre ces 4 clubs, ça va jouer jusqu'au bout. Personne ne veut descendre en 2e division parce que quand on y va, c'est très compliqué de revenir. Tout le monde le sait. Nous parlons Koroki, Mohamed Touré. Koroki, le champion sortant, lorsque vous voyez la position, c'est vrai, Koroki est actuellement 4e avec 24 points. Mais ce n'est pas ce qu'on attendait de cette équipe. Oui, tout comme Koroki, l'H Togo, Port, Gomido, franchement c'est une déception parce que ce sont des clubs qui, par le passé, le championnat passé, ont prouvé un niveau un peu élevé par rapport à cette année. Mais malheureusement après leur phase africaine, franchement on ne sait pas ce qui se passe. Comme au niveau de l'H Togo Port, au sein de Koroki, je pense qu'aujourd'hui la stabilité essaie de renaître parce qu'entre-temps on ne savait pas qui était président d'honneur, qui était coach. Vous voyez, il y avait tout un cafouillage, toute une confusion. Bon, c'est ce qui a fait que Koroki sur le plan africain est parti nous montrer une phase désastreuse. Donc je pense qu'aujourd'hui les dirigeants se sont ressaisis et que c'est ce qui a fait que Koroki aujourd'hui a trouvé la 4e place. Voilà. Le reste des matchs au programme de cette 17e journée, on commence par le match qui a lieu à Lomé entre le Dynamique togolais et ASK à l'état-major. Boulessou joue contre Bikinti. Boulessou va tenter quand même de prendre des points pour être aux aguets. Maranatha joue contre Togoport. Gomido, Semassi, là c'est toujours, même si les deux clubs ne sont pas proches, ça donne un derby là-bas parce qu'il y a beaucoup de Temak Palimé et les supporters sont souvent divisés. Qui supporter, qui ne pas supporter, c'est toujours le problème pour ces matchs. Gomido, Semassi, Ange Fouadan, Sarah Football Club Koroki, Asco joue contre AS OTR. Sport FM. La violence dans les stades ne passera pas par moi. Carton rouge aux fauteurs de troubles. Voilà, donc la violence dans les stades ne passera pas par moi. Ça, c'est un message que diffuse depuis toujours Sport FM, mais on a constaté que la violence prend toujours le pas sur les matchs de football. Souvent, la dernière, c'est ce match à Kabou entre Bikinti et Gomido, et à la fin, c'est des courses-poursuites. On s'en est pris aux arbitres et autres. Et tout de suite, on va écouter le président de Bikinti de Bassar, Daoun Boundou. Je voudrais tout d'abord, par votre radio, présenter ma compassion aux blessés, que ce soit les arbitres, tous les officiels et les joueurs des deux côtés, sur tous les stades au Togo. Je ne parle pas seulement de Bassar, parce que, à ce que je sache, nous avons eu des problèmes de violence à Bassar, à Dapan et à Lavier. Je vais lancer un appel à tous les acteurs de faire front pour chercher les causes réelles de ces violences, parce que ça se répète. Aujourd'hui, ça gagne tous les stades du pays. Je pense que c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Quand on sanctionne, on ne trouve pas les causes réelles de ces violences. Je pense que ce n'est pas bon pour notre football. Et puis, vous avez une plaie, vous la soignez seulement en surface. À l'intérieur, la gangrène est là. Donc la plaie continue. C'est un appel que je voudrais lancer humblement à notre fédération, qu'on diligente une enquête sérieuse à tous les niveaux. Qui sont ceux-là qui sont à la base de ces violences, pour que ça prenne fait, pour qu'on ait un football plaisant. Et quand on sort en dehors du Togo, qu'on dise les footballeurs sont arrivés, les Togolais sont arrivés. Parce que quand on sort, on ne fait pas l'honneur du pays, ce n'est pas bien pour nous. Daoun Boundou, après cette violence la dernière fois à Kabou, Touré Baba, beaucoup se demandent pour amener un match de football, un match de D1 à Kabou. Pourquoi on ne peut pas programmer un match de première division à Kabou? Est-ce que tous les stades sont... Kabou présente un stade qui, plus ou moins, répond à chose. On peut jouer le match. La seule chose, c'est que il faudrait voir côté sécurité, le renforcement de la sécurité. Et c'est ce que la fédération a fait. Vous savez, une semaine avant, quand il devait jouer contre... Semassi, la fédération a jugé les dispositions inaptes pour, en tout cas non conformes. Et on a fait jouer le match à Kara. Une semaine plus tard, est-ce que ces dispositions... Oui, ils étaient presque à la fin. Ça dit qu'il ne reste qu'à retoucher certaines choses. D'accord, jusque-là, on n'a pas encore un terrain complètement bien fait
Même ce que nous avons dans les autres localités, ce n'est pas tellement ça. Mais nous sommes obligés de faire quelque chose pour que nous puissions faire. Le minimum doit être fait. Vous pouviez jouer encore à Kara pour ce match-là. Vous savez, jouer encore à Kara, quelque part, c'est continuer par punir le club. Puisque le club n'a pas choisi. C'est le club, il appartient au club de choisir le terrain. Même ce que la fédération a fait, vraiment, c'est parce qu'il faut jouer. Nous sommes obligés de passer par là. Nous sommes arrivés à la limite. Donc, la fédération est obligée de choisir. Maintenant, le reste des championnats, il appartient au club de revoir. Et, bon, Kabou est choisi. Maintenant, la fédération a demandé à ce que la sécurité de la sécurité de Bassar, plus la sécurité de Kabou, parce qu'il y a les policiers, gendarmes de part et d'autre. Donc, les deux groupes d'éléments de sécurité devaient s'entendre. Effectivement, ils se sont entendus. Pigil qui était préparé pour, mais ils étaient débordés. Bon, quelque part, il faut reconnaître que, comme tu viens de le dire, c'est la première fois qu'un championnat, un match de première division se joue dans cette localité. La mentalité est autre. Il suffit d'un petit truc pour que... Mais malheureusement, l'on a pris les dispositions idoines, mais nous sommes arrivés à ce résultat-là, regrettable. Oui, beaucoup disent que la faute est donc à vous, si vous-même vous reconnaissez que c'est la première fois qu'un match de D1 se joue à ce niveau. Ça veut dire que vous avez peut-être mesuré le risque, mais vous vous dites, bon, on va y aller, voir. Et voilà, c'est arrivé. Vous savez, le Togo n'a pas encore de terrain. Je continue par le dire. Le Togo n'a pas encore de terrain qui répondent entièrement aux règles pour le truc. Mais quand même, il faut permettre que chaque localité puisse quand même participer à ce jeu. Il faudrait donner l'occasion aussi à mes amis de Kabou aussi de vivre ce que les autres vivent chez eux. Oui, si on ne maîtrise pas tout ce qui peut arriver après. Ailleurs, les matchs de championnat de première division ne se jouent pas dans toutes les localités. Plusieurs fois on a joué à Dapaon. Oui. Mais nous avons vécu ce qui est arrivé. À Mango, à Lavier. Et le week-end, vraiment, c'était un week-end de diable. C'est regrettable partout. Pourquoi ça? Là, on doit rechercher au plus haut niveau pourquoi il y a eu ces actes-là. Donc depuis, vous n'avez pas compris, vous ne maîtrisez pas ce qui pousse les gens. On maîtrise, mais il y a des occasions qui arrivent subitement comme ça que personne ne peut comprendre. Vraiment. Alors, Albar Kafarou, qu'est-ce qui peut expliquer cette résurgence, ce regain de violence qui revient surtout la dernière fois? Il semble, ceux qui étaient sur les lieux, il semble que c'était vraiment de la violence inouïe. Gueler en parlait tout à l'heure, l'assistant, on va dire, Padenou, qui a dû escalader le mur, l'arbitre pourchassé. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bon, avant d'y arriver, moi je voulais un peu m'appesantir sur ce qui s'est passé à Kabou, avec tout le respect que je dois à M. Touré. Sincèrement, je crois qu'il y a eu un peu de négligence à ce niveau. Parce que l'équipe de Kabou, je crois, ne fait même pas la deuxième division, je crois. Et nous savons qu'à chaque début du championnat de la saison, il y a des inspections des terrains. Je ne sais pas si le terrain de Kabou a été inspecté et homologué. Je ne sais pas. Je peux répondre pour vous permettre de continuer. Bon, peut-être après vous allez intervenir. Donc, à ce niveau, moi, je pense qu'il a eu une négligence parce que ce terrain ne devrait pas abriter un match de première division de cette ampleur. Parce que, quand même, l'enjeu, c'est la première place qu'occupe déjà Kenti de Bassar. Donc ça, c'est ça. Maintenant, vous demandez qu'est-ce qui peut être à la base de ces réjouissances de violence. Bon, les causes sont multiples. Mais à mon niveau, sincèrement, il faut revoir notre arbitrage. Je vous avais relaté un fait que moi, ou bien mon club d'alors, Koroki de Tchamba, avait vécu avec un arbitre. C'est-à-dire qu'il y a des arbitres
par rapport à leurs prestations, certains supporters ont pu conjecturer qu'avec cet arbitre, nous ne gagnons jamais. C'est de la superstition. C'est pas une superstition, c'est un peu objectif. C'est vrai. Parce que vous avez fait avec un arbitre à Lomé, vous avez perdu. Avec une manière de siffler, vous l'avez rencontré peut-être à Tapamé ou bien à Palimé, le même arbitre, vous avez perdu. Vous l'avez rencontré quelque part et la même chose s'est répétée. Les gens disent c'est une formule qu'avec celui-là on ne gagne pas. Et cet arbitre, quand il arrive à un match et vous voyez en même temps la tendance de sa façon de sa prestation, je vais dire automatiquement les gens sont révoltés. Est-ce que l'arbitre sur le match avait fait des erreurs? Vous y étiez? Est-ce que moi je n'y étais pas. Vous suivez un peu les analyses, les commentaires? Non, c'est par rapport, je vous ai dit, par rapport à ce que moi j'ai vécu personnellement. Oui. Parce qu'il y avait un arbitre quand j'étais en cause à faire à Koroki. Koroki ne gagne pas. D'abord, il y a eu un match avec Asdoa Lomé ici. Il a menacé l'équipe par rapport. Oui. Il nous reprochait de ne pas regagner très tôt les vestiaires. Et déjà, j'ai entendu. Il nous a dit que si nous continuons ce match-là, nous allons le perdre avec lui. Et que, ah bon? Oui. Je vous ai dit qu'après tout, avec cet arbitre, on a eu des conciliambules. Je vous avais dit ça un jour ici, avec son mentor. Et ce même arbitre, on l'avait rencontré à Badou. Il nous a fait perdre un match de façon cocasse. On tire sur le petit filet. Le ballon rebondit sur les pierres qu'on avait placées pour maintenir les filets. Le ballon revient. Notre gardien va chercher le ballon. Le joueur de Okiti d'alors vient pousser le ballon dans le filet. Il a validé le but. Et cet arbitre-là, à notre match à Sokodé et à Kara plutôt, heureusement, on avait fait match nul. Et les supporters de Korka avaient appris un jour qu'ils devaient aller à Kosuntu arbitrer un match de Agoua. Et là, les supporters se préparaient pour l'attaquer. Vous voyez? Donc, quand ces situations-là se répètent avec d'autres équipes, attendez voir ce qu'on a. Est-ce que ça suffit pour justifier la violence? C'est ce que je vous dis. Nous n'avons pas les mêmes tempéraments. Moi, comme ça, je ne peux pas agir physiquement contre ces arbitres. J'ai d'autres moyens. Mais imaginez quelqu'un qui est à Bassar, quelqu'un qui est à Dapon, qui n'a pas mon niveau, excusez-moi, intellectuel. Mais lui, il a une autre façon d'agir. Donc, comme solution, sincèrement, il faut sensibiliser nos arbitres. Et en même temps, à chaque début du championnat, prendre 2 semaines, 3 semaines, sillonner toutes les villes pour sensibiliser les gens. Quand on dit aux gens que voilà, les gens de la fédération sont arrivés pour entretenir les sporteurs, je crois que c'est déjà quelque chose qui peut taper dans l'esprit des gens. Et beaucoup, effectivement, agissent par ignorance. C'est ça. Donc, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation à tous les niveaux. Et puis, je crois que ça peut réduire ces violences qu'on vit malheureusement aujourd'hui. Nola Kinaborosé, qu'est-ce qui peut expliquer ces actes de violence? Oui, on joue un match de football et puis derrière, ça dégénère. Bon, je pense que on ne peut pas parler de violence dans le football sans faire référence à l'origine, c'est-à-dire le hooliganisme en Angleterre dans les années 1800, si je me trompe. Maintenant, ici, vous faites une enquête, vous allez voir que les causes à ce niveau, c'était d'abord quand on parlait de l'antagonisme social, religieux, racial. On parlait des mauvais designs des terrains. On parlait de mauvaise distribution de la billetterie. On parlait aussi de l'insuffisance dans la gestion des foules. On parlait également des erreurs des arbitres sur les matchs. Maintenant, si vous rassemblez toutes ces causes et on revient au Togo, on peut se demander, est-ce qu'on vit l'antagonisme social? Pour interrogation. Est-ce que les arbitres font des erreurs sur les matchs? Possible. Est-ce que nos terrains ne sont pas bien designés? Possible. Voilà, quoi encore? Est-ce qu'il y a insuffisance dans la gestion des foules? Tout cela reste possible. Maintenant, on peut ajouter à ces causes aussi, au niveau du Togo, la frustration générale. C'est-à-dire quoi? Le public, celui qui vient au terrain, il est déjà frustré contre peut-être la fédération sur tel sujet. On peut ajouter aussi le fait que la majorité des passionnés se disent qu'ils maîtrisent toutes les lois du jeu. Ça veut dire quoi? C'est que sur un match, vous avez dans les tribunes peut-être 600 spectateurs qui pensent déjà qu'ils sont plus aptes à maîtriser le match que l'arbitre. Donc ça veut dire que si l'arbitre siffle
de telle manière, vous avez 600 personnes derrière qui disent non, c'est pas comme ça. Donc les supporters se mettent à la place de l'arbitre et veulent décider. Pas veulent décider, mais ils se sentent déjà, étant passionnés, on se dit je maîtrise ça, je maîtrise cela, je maîtrise ça. Alors que l'arbitre, c'est quelqu'un qui a été formé, qui suit des stages, qui fait des clubs. Donc il est, on va dire, à un degré plus intelligent à appliquer certaines lois que nous qui regardons. Mais on peut remarquer que sur le terrain, les spectateurs se disent non, lui là, ce qu'il vient d'appliquer, c'est pas correct, c'est plutôt comme ça. Alors qu'on est juste spectateur, on apprécie. Si on rassemble toutes ces causes, comme je le dis maintenant, il faut aussi ajouter que même si vous allez au niveau de la FIFA, UEFA, à la CAF, il n'est pas à 100% garanti de maîtriser, de dire facteur zéro violence, mais il faut prévenir. Il faut prévenir. Comment prévenir? Maintenant, comment prévenir? Il faut juste essayer d'attaquer tous ces points que je viens de citer. Mais au-delà de ça, il faut aussi, le plus important, c'est quoi? On parle de la police et du personnel de sécurité. Maintenant, il faut se concentrer sur le personnel de sécurité. De qui il s'agit? On parle des stadiers. Il faut les former réellement. Ceux qui sont capables de maîtriser une foule. Vous avez remarqué qu'on a des stadiers ici? Personnellement, non. Des stadiers, normalement, ne regardent que le public qui est là. Mais parfois, les stadiers regardent plus le match. Donc voilà un aspect, ça veut dire qu'on n'a pas encore de stadiers. Il faut former des gens réellement, leur expliquer c'est quoi leur fonction sur un match. Comment on gère une foule. Au-delà de ça, il faut aussi, bon, c'est vrai que M. Babachoua l'a dit, on n'a pas encore de stade, mais les terrains que nous avons, il faut à un moment donné que nous devons savoir qu'il doit y avoir une distance entre les lignes de touche, par exemple, et le public. Ça, c'est aussi important. Vous regardez même au niveau des stades les plus grandioses, la ligne de touche et les panneaux publicitaires, ça fait déjà 5 mètres. Donc, pour avoir des supporters, vous devez avoir des supporters au-delà de 5 mètres. Ouais. Alors 10 mètres au moins. Alors qu'ici, on joue sur des terrains où tout le monde est proche de... Ça fait que... Même si vous allez sur certains stades, certains terrains de football, l'assistant passe souvent que donc, les supporters fassent un geste comme ça et puis ils touchent. Les spectateurs ont déjà accès à l'aire de jeu, alors que ça c'est grave. Vous allez lire dans un document de la FIFA qui parle des aspects techniques d'un stade. Vous allez voir que l'aire de jeu, c'est là où toute l'attention est dirigée. Donc, les acteurs qui sont les joueurs et les officiels ont besoin d'une protection énorme, grandiose. Si l'aire de jeu est déjà, on va dire, ouverte à tous, il ne doit pas avoir match normalement. Alors, vous avez parlé de frustration par rapport à certaines actions de la Fédé ou bien à certaines décisions de la Fédé. Est-ce que ça aussi peut pousser des supporters à s'en prendre? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Oui. Chacun réagit différemment à des situations. Je ne veux pas trop revenir sur cette histoire de 600 millions. Pour d'autres personnes, il suffit que peut-être on voit un responsable de la fédération, ça rejaillit en même temps. On va dire oui, voilà, c'est eux qui bouffent, c'est eux qui volent. Donc, tout ça fait partie aussi. Mais comme on dit, tout le monde réagit différemment à des situations. Moi, je ne peux pas faire ça, mais ça n'empêche pas peut-être l'autre de le faire. Donc, ce sont des choses qu'on doit essayer de minimiser en discutant. Mais ce que je veux ajouter, c'est quoi? Il faut aujourd'hui que nous, en tant que observateurs ou passionnés de ce football-là, nous sachions que chacun doit jouer son rôle. Quand on prend les dirigeants ou les promoteurs qui sont responsables pour l'organisation, c'est eux qui doivent assurer la sécurité, c'est eux qui doivent faire tout cela. Mais les acteurs, les joueurs de football et les officiels, c'est eux qui sont là pour faire le spectacle que nous regardons. Maintenant, pour les spectateurs, ils doivent savoir que eux, ils sont venus pour faire quoi? D'abord, regarder, mais ils ont 2 actions fondamentales. C'est quoi? 1. Applaudir pour apprécier ou encourager une action. L'action, ça peut être de qui? Ça peut être de son équipe ou même de l'adversaire ou de l'arbitre. La deuxième action, c'est quoi? C'est siffler ou huer pour décourager. Ça s'arrête là. Point. Il n'y a pas une troisième action. Violence physique, on ne doit pas aller s'en prendre à l'adversaire ou bien même au joueur de son équipe même. Il n'y a pas ça. C'est ce que le spectateur doit comprendre. Il n'y a que 2 actions possibles. On peut l'avoir à travers quoi? Sensibilisation, éducation? Forcément. Ça se fait ici, vous avez senti? Bon, ça peut se faire, même si on n'a pas encore commencé. Mais c'est essentiel qu'en tant que spectateur, on doit savoir que quand on va sur un terrain, c'est pour applaudir quand il y a une belle action. Si il y a un mauvais taf, l'arbitre fait une erreur, on peut seulement siffler. Et ça s'arrête là. Bien. La troisième action n'est pas disponible, elle ne sera jamais disponible. Très bien. Ninissé Babi, vous avez vécu des actes de violence, on s'en est pris à vous sur un match, peut-être vous? Non, moi je n'ai pas vécu ça, mais par rapport à ce que M. Borozi dit, pour ne pas se répéter, je pense qu'il a dit l'essentiel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons, même si quand on regarde les matchs européens, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses, des erreurs que les arbitres commettent, mais ça reste sans violence.
comme il a dit, soit les spectateurs sont là pour huer ou bien pour encourager les bonnes actions. Je pense que ce que nous devons faire, au-delà de tout ça là, nous, on est dans un championnat amateur. Les supporters ne sont pas vraiment, sensibilisés par rapport à tout ce qui se passe autour du football. On pouvait l'éviter si réellement la fédération devait amener sa partition en sensibilisant régulièrement ses supporters par le biais des ligues, par le biais des structures à l'intérieur, pour qu'ils comprennent que dans un match de football, quand on vient pour jouer, soit on perd, soit on gagne, soit on fait un match nul. Et que c'est le fair play qui peut aboutir à la fin du match pour que tous puissent rentrer tranquillement comme ils sont venus de chez eux. Mais transformer un match à un lieu de violence, à un lieu de chasse à l'homme, sincèrement, c'est des trucs pour éviter. Mohamed Touré, oui, pour vous, vous pensez que la sensibilisation, l'éducation n'ont pas été faites ici comme il se doit? Vous expliquez ces actes de violence? Oui, avant de revenir sur ça, on peut accuser la fédération de faire jouer le match à Cabo, mais là n'est pas le problème. Mais on peut jouer ce match à Kara, violence, mais je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Il y a eu violence, les arbitres ont été protégés. Il a fallu que Nigériens évacuent les arbitres. La dernière fois, moi, on n'a pas parlé. Entre ACK et ASCO, on n'a pas parlé. Il y a eu violence à Dapaon. Le terrain de Dapaon n'est pas le même que le terrain de Kabou. Donc la violence, ce n'est pas un problème de stade. Mais seulement, moi, je suis une municipalité. La violence, ça dépend des dirigeants de nos clubs. Les déclarations des dirigeants de nos clubs. Parce qu'aujourd'hui, quand Bukaki de Bassar, après avoir gagné 3 matchs successifs, Bukaki se croit déjà champion. Donc les propos, les programmes, la façon dont ils ont organisé ce match-là, ça peut amener le public à réagir. Et déjà, même sur le terrain, lorsque peut-être le but a été annulé, là, il peut pousser les supporters à envahir le terrain. Vous voyez? Donc moi, je vois que la violence sur nos stades provient des déclarations de nos présidents de clubs. Non pas le président seulement des dirigeants de nos clubs. Aujourd'hui, quand on parle de l'arbitrage, bien sûr qu'on a beaucoup parlé de l'arbitrage togolais, on les a fustigés, mais le coach vient de le dire. Si vous vous rappelez, l'année passée à la Ligue des Champions, il y avait un match entre, je pense, Juventus et le Real de Madrid. Il y avait un penalty, les arbitres n'ont pas pu justifier jusqu'alors. Ils ont dit qu'il peut y avoir, personne n'a pas dit qu'il y a directement penalty. Ils ont dit, après les analyses, ils disent qu'il peut y avoir penalty. Donc vous voyez, donc il y a toujours des erreurs des arbitres. Aujourd'hui, quand on regarde les championnats, à partir de cette heure, je pense que les gens sont déjà sur les écrans. Moi, je viens de passer, on a vu les arbitrages, comment ça s'est passé. Mais le public n'a pas envahi le terrain. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas nos arbitres, ils gagnent combien pour perdre leur vie sur le stade. Aujourd'hui, il faut voir. La fille qui a été évacuée de Dapaon, vous êtes d'accord que parfois aussi ça provient d'eux? Parfois ça manque de coordination, de complicité. On doit tout accepter. On dit que l'arbitre est le maître du terrain. Bien sûr, il y a toujours des erreurs. C'est ce que j'ai dit. Même à de haut niveau, il y a toujours des erreurs. Donc nous devons faire avec le niveau de notre championnat, on doit tout accepter. Bien sûr, c'est l'erreur aussi pour venir de la fédération. Parce que l'année passée, on a sanctionné les arbitres, on n'a pas publié. Si c'est qu'au moins, les gens apprennent qu'ils tirent certaines décisions, les arbitres sont sanctionnés. Peut-être que quand l'arbitre commet une erreur sur le terrain, on peut dire que bon, peut-être ces dirigeants vont les sanctionner. Mais comme on ne voit pas ça pousse les gens à réagir. Mais toutefois, nous devons prendre conscience que les arbitres sont des hommes comme nous, sont des êtres comme nous. Ce n'est pas à quoi nos matchs de championnat qu'on ne sait pas. Ça nous sert à quoi? On va essayer de les faire de perdre leur vie pour un gros zéro. Donc aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Le public doit prendre conscience. Soit nous sommes là pour regarder les matchs, pour la bien, nous comme ça, c'est pour le plaisir. Il faut aller vraiment s'acquérir, se distraire. Mais d'autres, je ne sais pas, ça vont. Ceux qui lancent les pieds, ceux qui oublient pour l'équipe une fois. Est-ce que quelqu'un une fois acheté un pied au tas pour un joueur? C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens sont là, au niveau de ces massifs. Des fois, quand nous allons, on est obligé de devenir des gendarmes à côté de nos frères. Tu vas voir quelqu'un qui est là, il crie. Alors que quand tu le vois, quand il va quitter, mais c'est... Ouais. Donc nous devons prendre conscience que le football, ce n'est pas la violence. Les arbitres, ils sont là, ils se défendent, ils font leur travail. Malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, on n'a qu'à les laisser faire le travail et à la fin, nous en que de les agresser, de les tabasser comme si c'était des moutons ou bien des quoi. Non, on doit arrêter. Et surtout aux dirigeants des clubs, avec leurs ambitions. C'est parce que le problème aussi, il y a des dirigeants de clubs qui se prennent au-dessus de la fédération. Les gens jugent de leurs relations.
dans ce pays pour penser que non, moi je suis de cette fédération qui est là-bas pour me commander, qui est là pour me donner des ordres. Les clubs de Kara, c'est vrai, l'ACK n'a pas suivi le match, avait dit qu'il n'a pas suivi le match de Kara. Peut-être ce n'est pas pour d'autres raisons. Mais là-bas, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être les gens de ASCO vont dire oh, pourquoi ce nouveau club va venir nous faire partir en deuxième division. Non, c'est pas possible. Pourquoi ce club va nous gagner? Ça peut engendrer la violence. Donc tous les dirigeants, nous sommes tous les mêmes et on doit arrêter nos discours, nos déclarations, nos ambitions de mesurer aucun club être champion. Être champion et aller fournir quoi? Vous voyez, nos derniers représentants, quand on prend nos derniers représentants, même l'âge Togo, même s'ils ont dit qu'ils ont fait un parcours honorable, pourquoi ne pas être qualifié pour les quarts de finale, pour les demi-finales, quand ce n'est pas un parcours que moi j'ai salue, vous me connaissez. Donc, les gens doivent savoir ce qu'ils cherchent dans le football. Nous sommes là pour faire autre chose ou bien pour faire le football. Oui, Aristide Koevidien, oui, vous avez la parole pour nous dire un peu ce qui explique, beaucoup l'ont dit, ce qui explique selon vous ces actes de violence dans un match de football. On ne comprend pas toujours que dans ces genres de situations, soit c'est une victoire, soit c'est un nul, soit c'est une défaite. Je crois que d'abord, dans un premier temps, le match a été programmé à Kaboul. Ça peut être considéré comme une erreur. Je le dis souvent, lorsque l'erreur est avérée, la corriger est un minimum vital. Le minimum vital, selon moi, dans ces conditions, c'est qu'il aurait fallu que les forces de l'ordre et de sécurité se munissent de grenades lacrymogènes. Au stade avec des grenades lacrymogènes, vous ne verrez aucun arbitre escalader le mur. Ça, croyez-moi. Vous pensez? Écoutez, regardez un peu ce qui se passe dans les manifestations politiques. Mais même de petits regroupements, ou juste après ces regroupements, il suffit que les forces de l'ordre viennent avec des grenades. Vous parlez là de regroupement politique ou bien des marches. Ici, nous sommes dans le sport. Parfois même, lorsque le public découvre qu'il y a déjà ces engins, le public devient déjà surexcité. Non. Faut pas qu'on, analyse les choses de cette façon. Le territoire togolais ne s'arrête pas au guichet des stades. Attention. Je répète encore une fois, le territoire togolais n'a pas comme frontière les stades de football. Les stades font partie du territoire togolais. Oui, bien sûr. Et à n'importe quel moment, le ministère public doit user des moyens légaux pour pouvoir décourager les auteurs de ces violences. Quand par exemple, j'ai l'intention de faire du mal lors d'une manifestation ou lors d'un regroupement, parce que d'ailleurs, quand on parle du football, c'est également un lieu public où forcément il y a des gens qui viennent. C'est aussi une manifestation sportive qui fait partie du ressort du ministère public. C'est pour ça que je dis il aurait fallu la dernière fois. Moi, c'est mon analyse. Il aurait fallu la dernière fois qu'on ait des gaz lacrymogènes. Vous allez voir, les gens n'auront même pas le courage d'aller porter la main sur des arbitres. Les organisateurs ont failli. Ce n'est pas... Vous parlez d'organisateurs, vous voulez parler de qui? Moi, dans ces conditions, moi j'accuse le ministère public. Parce que dans ces conditions, depuis dimanche, je n'ai appris nulle part que le procureur de la République, près le tribunal de cette région ou encore de cette localité, ait pris une décision ou peut-être pour nous informer qu'il y a une enquête qui a été menée. C'est l'impunité là qui amène tout ça. Si des gens ont eu le courage au stade municipal de Lomé d'escalader les grilles sans en être inquiétés, ça veut dire que les gens se disent mais si au municipal, le terrain où jouent les éperviers, les gens n'étaient pas inquiétés, à Kabou, qu'est-ce qu'on va nous faire? D'ailleurs, je vous dis que ce qui se passe derrière sur les terrains périphériques, c'est beaucoup plus violent que ce qui s'est passé à Kabou. Moi, je connais, où j'ai vécu des moments sur le terrain de Difakpota ou encore à Korisewa là-bas, lorsqu'on était encore très jeune, il y avait eu un habit, je ne sais pas si vous le connaissez, dans le district numéro 6 de Ablogame, qui s'appelait Tigana. Il a été plusieurs fois battu, molesté, après des rencontres. Parce qu'au stade de Difakpota, vous savez que c'est des tôles. C'était clôturé auparavant avec des tôles. Il a fallu que des pères de famille, disons, courent, ou soit étaient obligés de défoncer tout ça là. C'est pour ça que je vous dis, là aujourd'hui n'est pas le problème. Le problème, il aurait fallu simplement la dernière fois que les forces de l'ordre prennent leurs responsabilités. Moi j'ai l'impression peut-être que c'est une complicité. Parce que si, au municipal... Suivez mon regard et mon analyse, vous comprendrez. Complicité entre qui et qui? Non mais, entre ceux qui doivent quand même décourager les auteurs de cette violence. Si au municipal, quelqu'un devant tout le monde a eu le courage d'escalader les grilles
pour aller gifler quelqu'un et revient tranquillement sans en être inquiété, c'est qu'il y a une complicité. Dans ces conditions, il faut arrêter les gens. C'est parce qu'on n'arrête pas, c'est parce qu'on ne punit pas que d'autres pensent que si au moins on l'a fait ici, on n'a pas puni, donc c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'à ma entouré de sécurité, les forces de l'ordre ne font pas leur boulot. Ne font pas le boulot. C'est ce que vous retenez. Voilà. C'est vrai également que sur des rencontres, des arbitres peuvent commettre des erreurs. Vous savez, l'arbitrage c'est un métier assez difficile. Non seulement vous devez avoir une très bonne condition physique, mais aussi il faut avoir cette psychologie-là. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la psychologie du match. L'arbitre peut être un arbitre international, mais peut rater son match. Il y a également cette façon de pouvoir faire les choses, c'est-à-dire la collaboration. Il aurait fallu la dernière fois, peut-être que l'arbitre peut se tromper, parce qu'il n'a que quelques secondes pour pouvoir prendre la décision. Des fois aussi, il y a une hésitation. Il prend une première décision, il se rend compte peut-être qu'il est en erreur. Le fait de revenir, ça peut encore amener d'autres à manifester leur désapprobation. Ce qui voudrait dire tout simplement que dans ces conditions, il aurait fallu peut-être, surtout qu'on avait des arbitres expérimentés, comme l'assistant dont vous avez parlé, pas de nous. Il aurait fallu que des arbitres se munissent d'oreillettes pour que peut-être un d'entre eux dise à l'arbitre que non, revenez sur l'action parce qu'il n'y a pas eu ci, il n'y a pas ça. C'est ce qui se fait. La faute c'est à qui? Mais vous voulez que je vous dise que la faute est à qui? Oui. Non mais, ça dit à l'impossible nul n'est tenu. Même si on n'a pas d'oreillettes, on a toujours des moyens. Je ne vous comprends pas. Non, mais vous dites qu'il aurait fallu que les arbitres aient les oreillettes. Oui, moi je suis sûr que c'est un matériel de travail. Et au même moment, non. Ailleurs, non, moi je suis. C'est la fédération qui doit donner les oreillettes. Non. Vous ne voulez pas prononcer. Laissez-moi faire mon analyse. Vous me comprenez? Non, vous allez me comprendre. Oui, allez-y. Vous allez me comprendre. Oui. C'est vrai que c'est un matériel de travail. Mais à défaut de ça, on peut toujours gérer avec les moyens de bord. Lorsque par exemple, je sais que Franck Nunama a commis une faute qui mérite un carton jaune, un avertissement, et que par exemple je suis arbitre central et je me trompe, au moins les assistants ou le quatrième officier peut m'aider. Lorsqu'il par exemple il me fait signe comme ça à la poitrine, c'est qu'il me dit de donner carton jaune. Lorsqu'il par exemple il envoie sa main vers la porte, c'est qu'il me dit de donner carton rouge. Oui. Il y a des signes. Lorsque par exemple j'hésite sur le fait qu'il y a hors-jeu, il y a pas hors-jeu, de coordination, de complicité entre les arbitres. Oui, mais ce que vous voulez dire. Moi, ce n'est pas. Oui, je dirais simplement que dans ces conditions, parce que c'est l'hésitation de l'arbitre qui a provoqué cette manifestation de désapprobation. Mais là aujourd'hui, la question n'est pas d'accuser les arbitres ou de dire que oui, c'est parce que telle personne n'a pas fait véritablement son boulot. Mais je dis simplement qu'en analysant les choses, avec ces deux conditions que j'ai citées, on pourrait éviter ce qui s'est passé à Kabou. Bien. Et je terminerai peut-être par le fait que on n'est pas obligé, je le dis encore une fois, de jouer le championnat sur tous les stades du Togo. Bien. Oui, vous voulez, avant de retourner vers Baba Touré. Je voulais qu'on retourne quelques années, quelques décennies en arrière. Oui, rapidement. Les années 80. Il y avait combien de policiers au stade? Je prends Sokoli. Où les grands matchs entre Semassi Asko, Semassi à Gaza. Ou même à Lomé, à Gaza, Étoile Filante, à Souza, oui. En ce moment, sur le terrain. Et avec quels moyens? Il y avait combien d'habitants à l'époque? Ah oui, pas de stade. Non. C'est le même stade à Sokoli. Donc, ce n'est pas affaire de l'inefficacité de la police ou bien de matériel. Je crois que c'est dans les têtes. Je crois que j'ai parlé de sensibilisation et d'éducation. Entre-temps, les mentalités ont évolué. Les gens se disent que nous sommes en démocratie, par exemple. On peut faire certaines choses. Et là, il faut reprendre aussi la façon d'éduquer les gens, de les sensibiliser. Et je ne vois pas autre moyen pour stopper ces velléités de violence sans la sensibilisation, sans l'éducation. Et puis je vous rappelle que ces derniers temps, l'habitat togolais a eu des problèmes à l'extérieur. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé. Oui, continuez. Oui. Vous savez de quoi je veux parler. Il ne faut pas négliger aussi la corruption dans notre corps. Donc vous pensez que ces problèmes-là rejaillissent souvent sur ce qu'ils font. Les gens doutent d'eux, c'est ce que vous voulez dire? Moi, j'ai vu certains supporters d'un club cotiser de l'argent pour payer du charbon. Vous m'excusez, je vais être un peu bas. Pour un arbitre. On plaît à Kassa connaît. Et il y a des arbitres qui sont contents quand on les propose pour des matchs à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a à ramener
du charbon, des ignames, ainsi de suite. Imaginez des gens qui vous donnent de l'igname, ou bien du charbon, ou bien du maïs, et après ils perdent le match, ou bien ils ne gagnent pas. Ils vont avoir les yeux rouges. Oui, avant, non, avant. Oui, Mohamed, il faut dire quand même que... Oui, vous n'avez pas la parole d'abord, oui. Ce que j'aimerais ajouter au niveau par rapport à la ligne d'Astide, ce n'est pas l'hésitation de l'arbitre qui va pousser tous les cas à réagir. On doit savoir que l'arbitre peut accorder un but et après tout l'annuler. Ce n'est pas la première fois qu'un arbitre accorde un but et après tout le touche, il dit que ce n'est pas rentré. Mais avec le VAR, on prend le temps, l'arbitre accorde le but et après tout on le voit, on l'interpelle et il court, il va. L'exemple, la dernière fois, il a accordé le but d'Ajax avant de revenir. Avant de revenir. Donc tout est possible, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Donc ça n'explique pas la violence. Et aussi, ce que là où je suis d'accord avec lui, il faut au moins, quand ça se passe comme ça, que les forces de l'ordre arrivent à mettre au moins la main sur deux personnes. Quand un joueur va prendre qu'on a condamné au moins 2 personnes ou bien une personne à 2 ans de prison pour tel violence, pour tel acte, je pense qu'il faut attester. Et aussi, les forces de l'autre doivent être aussi neutres sur le terrain, même s'ils ont leurs équipes qui supportent. Parce que la fois passée, au niveau d'un match, j'ai vu un force de l'ordre, lorsque le joueur a marqué le but, il a couru vers les forces de l'ordre pour aller serrer la main. Vous voyez déjà, ça c'est des choses comme ça qu'il faut condamner. Touré Baba, oui, vous avez entendu tout ce que les uns et les autres ont dit. Dans un communiqué de Bikenti, ils ont cité nommément le nom du président. Le nom du président. Ils ont cité nommément Winnie Dogbadia. Il discutait avec le commissaire, si je me trompe, que ce match-là, je dois le gagner. C'est ce qu'ils ont dit dans le communiqué. Est-ce que vous avez, vous avez vérifié tout ça? Micro sur le point de répondre à votre question. Permettez-moi, honnêtement, parce que j'ai écouté mon collègue tout de suite, je suis gêné. C'est nous-mêmes qui ne contribuons pas au développement de notre football. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, excusez-moi, il a dit, lui, il a vécu les dirigeants de clubs cotiser pour acheter du charbon. Supporters, d'accord, ok. Se cotiser pour acheter du charbon. Il a vécu la première des choses, de venir vers nous. Ah, messieurs les responsables des arbitres, voilà ce que j'ai vécu. 1 fois, 2 fois, 3 fois comme ça là, honnêtement, nous allons sanctionner. Et les choses vont changer dans ce pays. Oui, il n'y a pas que ça. Il semble que même c'est pourquoi j'ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, les choses vont évoluer. Il n'y a pas que ça. Lui aussi, il n'a qu'à faire son action. Son action, c'est de nous rapporter les faits qu'il a vécu. Comme ça, nous allons prendre les dispositions. Je reviens comme ça d'une autre émission, s'il vous plaît. Vos collègues aussi, ils disent, dans nous avons les informations, donnez-moi ces informations. Nous allons travailler avec. Il semble que c'est vous-même qui organisez tout ça, parce que vous mettez les arbitres, vous dites oui. Président, Améniel et Boladilo, donc est-ce que ces choses-là, vous reconnaissez? S'il vous plaît, chaque fois on nous rapporte que il semble là. Dites-nous, Monsieur Sebabi a donné de l'argent à l'arbitre Brosé. Ah bon, c'est comme ça. Ok, on les interpelle. Voilà ce que nous avons sous la main. Dites-nous, pourquoi ça? Mais malheureusement, jusqu'ici, les gens continuent par dire, on a vu, il semble que. Comment, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Oui, parfois sur certaines... Vous-même, tout de suite, vous venez de le dire. Vous avez les informations. D'après ce que tu as dit, nous avons les informations. Vous avez de qui? Pour que nous autres, nous puissions remonter la filière jusqu'à retrouver les sources. Oui. Il y a des situations sur lesquelles la fédération, par exemple, n'a pas réagi. Lorsqu'on parle des violences, par exemple, beaucoup disent que vous traînez à prendre des décisions, soit vous prenez les décisions à la tête du client. Bon, je suis en train de... Heureusement, je suis avec les anciens ici. Oui. Hier, ils étaient des joueurs sur le terrain. Mon collègue vient de le dire. Et dirigé par le bureau exécutif. Dans le temps, c'est le bureau exécutif. Quand on était au municipal là-bas, à chaque violence, même notamment le bureau exécutif se retrouve rapidement et puis prendre les décisions. Et on sanctionne. Actuellement, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Pourquoi ce n'est plus ça? C'est les mêmes acteurs qui ont dit non, il faut qu'il y ait les commissions, il faut que tout soit respecté, il faut que les règlements... D'accord. Le comité actuel a tout fait pour mettre les commissions en place. Toutes les commissions sont en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des violences, telles que nous l'avons vécu la semaine dernière, dès lundi, les rapports sont déposés.
l'arbitre commissaire de part et d'autre. Maintenant, les copies ont été distribuées à toutes les commissions. Mais il faut sécuriser les matchs. Sécuriser les matchs, c'est quoi? Au plus vite, la commission de discipline a dit, ok, Kabou, on ne joue plus là-dessus. Dapaon, on ne joue plus là-dessus provisoirement jusqu'à ce que nous puissions arriver à trouver la solution finale. Et Tablibo aussi, non? Tablibo, oui, Tablibo est déplacé. Oui. Tablibo est déplacé à Tchévier. Voilà, exactement. Ça, c'est déjà étudié. Bon, donc, actuellement, les commissions sont en train de travailler. Mais au niveau de du comité exécutif, nous aussi, nous ne sommes pas restés comme ça. Nous avons commencé par étudier qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser mieux les choses. Là, heureusement, le comité est dirigé par un officier supérieur. Il a vu avec ses supérieurs aussi, autrement dit avec le ministère de la Sécurité, qui est en train de déployer des moyens nécessaires pour sécuriser mieux les matchs qui vont se jouer. Ce week-end, vraiment, la sécurité, elle est accentuée. Ça va se faire. Maintenant, côté arbitre, puisque tout le monde a parlé des arbitres, les arbitres togolais, je vous assure, c'est comme tout autre arbitre. Partout où il y a des erreurs, ils sont d'accord, ils ont appris, ils ont été conscientisés, ils ont été sensibilisés, ils ont eu des recyclages. Mais, au-delà de tout, chaque match, même si c'est les enfants de 5 ans qui jouent, vous aurez à apprendre quelque chose là-bas. Il va y avoir une action où vraiment il faut tourner plusieurs fois la ménage pour que vous puissiez trouver une solution. Les arbitres peuvent avoir des erreurs, c'est clair. La loi même l'a dit. Quand tu reconnais qu'il y a eu erreur, tu peux revenir. Tant que le match n'a pas encore repris, tu peux revenir là-dessus. À Kara, pardon, je dis Kara, à Dapaon la dernière fois, c'est la même action qu'à Kabou, c'est la même action qu'à Sokoré. Sur le match de Semassi, il y a eu la même chose. L'arbitre prend une décision, l'assistant dit que non, plutôt voilà la faute. À Sokoré, il n'y a pas eu de violence. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Peut-être parce que Semassi menait déjà. Oh, je ne peux, ça aussi. Tout est possible. Mais quand même, les gens se sont retenus, les spectateurs se sont retenus. À Kabou, non, ce n'est pas possible. C'est ça ou rien. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, parce que le club a eu à multiplier les victoires, donc nécessairement, Kabou, nous devons gagner. Non, il faut gagner en respectant les règles. Et les règles, il n'y a que les officiels qui peuvent faire respecter ces règles-là. Donnez-leur la chance d'appliquer les règles. Bien. À Dapaon, pareil. Et en Europe, tout le monde l'a dit, il y a eu des drapeaux bip, il y a eu des micro-oreillettes. Maintenant, c'est le VAR. Malgré ça, il y a toujours problème. Mais les spectateurs se comprennent. Les gens se respectent. De grâce, il ne faudrait pas qu'on agisse comme ça. Bien. On va écouter, vous permettez, avant de revenir, on va écouter le président de la Fédération togolaise de football sur ces cas de violence. Nous reconnaissons exactement que c'est une humiliation qu'ils ont subie lors de ces différents matchs. Nous osons croire effectivement que leurs inquiétudes sont vraiment à prendre en compte. Et nous allons encore réfléchir pour étudier et prendre vraiment des mesures idoines pour les protéger sur les stades et voir comment nous pourrons reprendre ces championnats avec sérénité. Nous avons posé aussi nos devoirs pour que ce championnat se poursuive. Mais effectivement, comme j'ai dit, nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des hommes. Ces arbitres, ils ont des familles, ils ont des enfants. Mais quand la famille voit un arbitre qui revient d'un match blessé jusqu'à dire que certaines personnes sont tombées dans le coma, ça donne à réfléchir. Et franchement, nous n'allons pas lésiner sur les moyens pour sanctionner les auteurs de ces actes et également voir si ces matchs seront joués encore sur ce stade. De toute façon, je ne peux pas vous donner une décision ici parce qu'il y a la commission de discipline qui se penche sur ces questions et je crois que vous aurez peut-être la décision d'ici demain pour que ces arbitres-là soient confiants que nous sommes vraiment avec eux. Voilà, pour que les arbitres soient confiants. C'est ce que vous avez discuté avec l'ANAFOOT qui entre-temps avait décidé de ne pas envoyer, on va dire, ses membres sur les terrains de jeu. Vous avez réussi à les convaincre
Qu'est-ce que vous leur avez dit finalement pour c'est pas que nous sommes arrivés à les convaincre, plutôt c'est qu'on a échangé avec eux pour que la raison soit respectée. Donc, de part et d'autre, nous tous, on a pris l'engagement de faire de sorte que la sécurité soit plus accentuée et qu'on arrive quand même à équiper des arbitres du matériel adéquat. Bon, on va commencer. C'est ce que Aristide n'arrivait pas à dire, que c'est la fédération qui devait équiper les arbitres. La fédération, c'est... Vous en êtes conscient? La fédération, c'est... Quand on parle fédération, regardez derrière l'État, il appartient à l'État de mettre les moyens pour que la fédération puisse s'acheter tous ces matériels-là. Ce n'est pas... C'est pas petit, c'est très cher. Les oreillettes, c'est très très cher. Combien? Au moins 3 millions. 3 millions. Au moins. La fédération peut les avoir. 3 millions, ce n'est quand même pas. Fois 7. Fois 7, ça fait 21 millions. Pour la première division. Fois combien de matchs pour la deuxième division. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des oreillettes pour tout le monde, mais sur certains matchs clés, vous devez avoir des oreillettes. C'est quand même pas sorcier. Nous allons faire un effort, on verra avec le temps pour que cela puisse se faire. Mais à côté, je voudrais ajouter ceci. Pour spécialement le week-end qui s'est passé, honnêtement, le comité exécutif a fait beaucoup. C'est-à-dire? À partir de l'instant où les matchs étaient terminés et que les informations ont été données avec ces casses-là, de part et d'autre, tout le monde s'est mis à retrouver, d'abord faire de sorte que les arbitres retrouvent leur santé. Je prends comme exemple notre sœur de Dapaon. Comment vraiment les gens se sont hués sur elle comme une bête sauvage, c'est regrettable. Alors, rapidement, nous étions en liaison avec les autorités administratives du milieu, les autorités sportives et plus médicales aussi. Donc, ensemble, nous avons conjugué les efforts pour que vraiment les médecins essaient d'analyser. Ils ont analysé, ils ont dit non, tout de suite, on ne va pas l'évacuer, on va suivre. Ils ont suivi, puis après, la dame a commencé par retrouver ses facultés, mais seulement il reste encore. Le lendemain, elle est évacuée à Lomé, ici, au pavillon. Moi, j'étais à Kara, je suis rentré avec les habits de Kabou, tout cela, ensemble dans le même véhicule. On est arrivé rapidement, on est allé vers la dame. Il faut faire le scanner. La fédération dit, il n'y a pas question. L'argent, rapidement, mettez l'argent à disposition. Ce qui a été fait. Ce matin, avant d'arriver à l'émission, je suis passé chez la dame. Elle est libérée hier soir. Elle devait rentrer. J'ai dit non, il faut que je la trouve. Je suis allé m'enquérir de sa santé. Et puis, bon, on a échangé. Elle va bien. Très bien. Pas de séquelles. Non, la séquelle, elle se rappelait. Bon, maintenant, séquelles au niveau du médecin traitant, il lui a donné des conseils. Oui, ce n'est qu'avec le temps, vous savez, la tête, c'est autre chose. Quand la tête est touchée, il y a un système qui est quand même gêné. Donc, il faut du temps, un peu de temps, pour que les choses rentrent dans l'ordre. D'accord. Ça va aller. Très bien, vous le dites. C'est la même chose. Une question qui me paraît importante. Renforcer la sécurité, dites-vous. Qu'est-ce que vous mettez dans renforcer? Ça veut dire qu'il y aura plus de forces de l'ordre, plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous mettez dans... Vous savez, renforcer la sécurité demande beaucoup de moyens. Et effectivement, la fédération s'est dit, on est obligé de le faire. Les caméras, on va voir au moins 1-2 caméras dans le stade pour servir d'aider la sécurité, les policiers, les gendarmes à faire leur travail aussi. Et que eux aussi, par leurs moyens habituels, les moyens faciles pour détecter les fauteurs de troubles, tout cela, ils essaieront, dans la mesure du possible, à mettre tout cela à disposition pour que les matchs puissent être joués. Bien. Et le temps passe très vite. Je vous donnerai que 30 secondes pour réagir. Pour moi, la NAFOOT a failli.
Quand on prend nos associations, c'est-à-dire que en foot, l'association des entraîneurs, c'est comme c'est des associations qui n'existent que de nom. Normalement, il doit y avoir quelque chose de la fédération d'abord avant de jouer ce championnat. Quand on prend, par exemple, je reviens un peu sur ma première proposition, quand je parle des présidents de club. J'avais parlé de ça sans avoir connaissance du communiqué du Kati de Bassar. Normalement, s'il y a de tels cas comme ça veut dire que si Boukentia a pu faire sortir ce communiqué, ça veut dire que ce sont eux qui ont organisé la violence. Il y a les voies à suivre. Ils devaient attendre la fin de la rencontre et voir le résultat avant d'écrire à la fédération de saisir les instances pour dire qu'il y a tant. Mais si c'est parce que de Boitier discuter avec le commissaire qu'il faut organiser la violence pour tuer les arbitres, alors là, c'est des choses comme ça qu'il faut sanctionner sévèrement. Vous voyez? Donc l'ANAFOOT devait vraiment avoir une garantie d'abord avant de jouer le championnat. Peut-être que cette association a eu la garantie avec la fédération. Non, franchement, moi, franchement, ça ne me convient pas. Tant que moi, je n'ai pas encore vu une décision tomber une drue comme ça, franchement, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, oui. Non, c'est pour aider le grand frère. Je crois que les caméras, c'est trop cher pour le moment pour notre fédération. Moi, j'ai une alternative. Si on peut trouver par match 2 mégaphones avant le début du match, à la mi-temps, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui sont là pour apaiser les gens. Et vous pensez que ça suffit pour dissuader? Non, les caméras ne dépassent pas la fédération. Hein. C'est vous peut-être qui le pensez. Je dis pour le moment. La fédération pouvait avoir l'argent pour acheter les caméras. Peut-être qu'on ne va pas se mettre à acheter peut-être les nouvelles caméras, mais il y a toujours des possibilités. La fédération a les moyens. Il ne faut pas la sous-estimer. Non, bon, moi je suis économiste. Parce que et vous voulez faire économie? Si par rapport aux caméras, on peut avoir le même résultat avec les mégaphones, mais pourquoi pas? À la place des caméras, on peut mettre par match 4 personnes qui sont là, qui supervisent, qui voient qui a commencé, qui a fait quoi, qui a fait ci ou ça. Je vais apporter encore les caméras, bon, peut-être on va attendre encore 2 ans. Merci. Je vais apporter une information. Dans la semaine, l'association des joueurs de Togo, AJFT, ils ont pondu un programme de sensibilisation. Ils vont commencer ce week-end, comme il le dit, les mégaphones, tout cela. Ils vont commencer la sensibilisation dans le cadre de la non-violence dans les stades. Ils avaient déjà fait ça. Ils avaient déjà fait. Ils vont accentuer. C'est bien. Ça va changer quelque chose, vous pensez? Ça va changer. Bien. Ça va aider à changer. Ils ont même fait de petits tracts qu'ils distribuent lors des matchs pour sensibiliser. C'est déjà quelque chose. Mais ça n'a pas totalement mis fin. Oui, avant Aristide. En parlant de renforcer la sécurité, il ne faut pas juste penser à la police ou à la gendarmerie. Il faut impliquer les gens du milieu. Quand on parle d'un stadier, il faut impliquer ces gens-là pour qu'ils arrivent à contrôler leurs frères. Parce que je me dis, on peut peut-être taper un arbitre, mais quand on est devant son frère, on va se rappeler que celui-là, je vais le revoir demain. Celui-là, je vais le voir dans la semaine. On va peut-être se retenir de le violenter. Donc, impliquons les stadiers, que ce soit les gens du milieu qui viennent derrière. Ça va servir aussi au lieu d'à chaque fois avoir des policiers, des gendarmes, tout ça. Voilà. Oui, Aristide, rapidement. Oui, je voudrais juste ajouter que la question de sensibilisation, pour moi, c'est du déjà entendu. C'est-à-dire, ça fait combien d'années on parle de sensibilisation, ça fait combien d'années on parle de speaker sur les terrains et tout cela, mais chaque fois la violence revient. Moi, je pense, d'ailleurs, on parle de caméra, c'est bien, on parle de mégaphone, tout ça là, mais l'être humain est intelligent, mais au même moment, l'être humain est très mauvais. Les gens seront informés que oui, c'est comme ça, il y a des gens qui sont déjà désormais sur le terrain avec des mégaphones et caméras. Ils iront cacher peut-être les objectifs de ces caméras et ils vont commettre leur forfait. Vous vous rappelez du cambriolage de la fédération? Qu'est-ce qui s'est passé dans le rapport? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Que les objectifs de la caméra ont été cachés avant que les gens ne commettent leur forfait. C'est des professionnels qui sont arrivés. Ah mais l'être humain est très mauvais. Donc c'est pour ça, moi je dis, aujourd'hui, on attend une décision de la commission de discipline. Mais ne soyez pas surpris. Demain ou après-demain, lorsque ces décisions vont sortir, vous ne verrez aucun de ces supporters, aucun de ces hooligans être punis. Parce que ces supporters ne sont pas des licenciés de la fédération. Il revient au ministère public d'identifier ces personnes et de les châtier conformément à la loi. Vous maintenez toujours votre position. Et voilà, Baba Touré, ça fait 3 ans que vous êtes là. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Comme? Je viens de le dire tout à l'heure. La manière de prendre les décisions a changé.
Pourquoi cela a changé? Cela a changé parce que les commissions techniques, juridiques et médicales sont impliquées maintenant. Déjà, il y a eu évolution, ce qui n'existait jamais. De l'autre côté, beaucoup de choses ont changé. Depuis le 13 février 2016 à ce jour, honnêtement, le comité est resté uni. Il n'y a pas eu de division. Une union de façade ou bien une union vraie? Une union vraie. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que à chaque fois, le comité s'est retrouvé pour prendre les décisions. Beaucoup disent que c'est faux, que entre vous, parmi vous au sein du bureau, il y a des mécontents, il y a des mécontentements, et puis d'autres même pensent à d'autres positions. C'est divisé, mais que ce n'est pas encore au grand jour. Vous voulez dire quoi à ces gens-là? Mon ami, oui. Vous allez me dire que vous êtes toujours en bon temps avec votre femme. C'est moi qui pose les questions. Vos enfants. Non, mais dans la maison, il peut arriver de ces petits trucs. D'accord, c'est naturel. Il peut arriver où la décision prise n'est pas celle que moi, vraiment, en tout cas, je n'accepte pas une telle décision. Mais les textes sont là, nous sommes obligés de respecter. De toutes les façons, quel que soit le comportement, tous les membres sont restés unanimes. Quand il y a une décision qui est prise, elle est respectée par tous. Parce que, vous savez, entre-temps, ça a été difficile. Beaucoup de choses ont évolué parce que l'ardoise financière qui était là, la dette qui était là, la fédération a fait tout pour quand même satisfaire beaucoup de clients. Vous voulez dire que vous avez dû éponger des dettes? Les dettes que nous, ce n'est pas nous qui avions. Oui, la fédération, c'est une continuité. Même, puisque la fédération, elle est là. Oui, c'est une continuité. C'est une continuité. Oui. C'est peut-être comme ça que vous également, vous allez laisser des dettes et que ceux qui peut-être vont venir vont pouvoir éponger. Dieu merci, Dieu merci. Jusqu'à ce jour, on n'en avait pas. On n'a pas encore qui nous dépasse. Nous avons tout fait pour gérer et que ça va. Voilà, il n'y a pas de problème. Pour le championnat, le financement. Les championnats. Oui. Les championnats, nous avons quand même géré les championnats avec nos propres fonds. Nos propres fonds, je voudrais dire que quand les fonds de fonctionnement arrivent, on essaie de la FIFA. Même, bien sûr, nous essayons de gérer avec le peu aussi que la fédération, non, l'État avance, nous multiplions les efforts dans ce sens et on gère. C'est sous vous que les subventions ont dégringolé, chuté. Mais pourquoi? Il y avait eu 10 millions, il y avait eu ainsi, mais sous vous, c'est un peu... Je peux vous accompagner jusqu'au niveau de la gare ferroviaire là-bas, et puis le reste, c'est un pas à faire pour entrer au Vous-même, vous allez poser la question au plus haut niveau. Pourquoi ça? De toute façon, il y a une chose à reconnaître. Les fonds... les budgets ont été toujours votés, les budgets concernant les sports. Le sport, ça a été voté, mais il n'y a pas que le football, il y a d'autres unités. Mais il y a aussi l'équipe nationale, les équipes nationales qui consomment beaucoup plus de fonds. Ce qui fait qu'au niveau des championnats, nous avons des problèmes. Oui, c'est voté pour que le championnat puisse se jouer, mais... Par moment, il y a des retards qui arrivent, je dis bien des retards. Mais l'État fait un effort pour verser. Mais les acteurs disent que sous vous, c'est difficile. On a eu dans ce pays les Tata, les Amis qui ont réussi à donner 10 millions quand même de subventions. Vous avez réussi une saison à le faire aussi, mais après, jusque-là, c'est 4 millions que les clubs de D1 ont reçus. Qu'est-ce qui fait le problème? Ça a été toujours une situation compliquée pour les autres fédérations aussi, hein. Mais sous vous, c'est parce que la collaboration entre l'autorité départementale et chose de la fédération, la collaboration a été tendue, difficile. Donc ça fait que le courant ne passait plus tellement. Alors, c'est cette autorité qui doit faire un effort de l'autre côté pour que nous puissions avoir les sous. Oui, les sous sont là, mais comment faire pour les avoir, c'est tout le problème. Est-ce que vous n'arrivez pas à convaincre l'autorité dont vous parlez? Qu'est-ce que vous dites, s'il vous plaît? Quelle démarche n'avez-vous pas fait? Fait toutes les démarches possibles, mais c'est ça, bon, c'est toujours coincé. Par moment,
Mais au niveau de l'équipe nationale, ben, vous êtes là, dans une certaine rose, on peut dire. Sous vous, les éperviers ont pratiquement eu les moyens qu'ils voulaient pour les journées FIFA. Il y a eu ce qui n'a pas été le cas. C'est là aussi, c'est l'autorité qui donne les moyens, non? Oui, c'est l'autorité qui donne les moyens. C'est l'autorité qui donne les moyens. C'est parce que, écoutez... Parce que c'est Claude Leroy. Bon, il y a ça aussi qui a aidé. Mais il faut reconnaître aussi que du côté de la FIFA et de la CAF, les autorités ont été sommées à faire face à toutes ces données pour que vraiment les équipes nationales puissent répondre. C'est vrai. Donc, il y a eu concertation entre les autorités gouvernementales et les responsables de la CAF et de la FIFA pour que vraiment l'on puisse faire quelque chose de façon à permettre l'évolution du football. Dieu merci, la dernière fois, quand Gianni était arrivé, c'est lui qui a fait savoir que vraiment le comité exécutif est en train de faire un travail énorme. Un travail énorme qui aboutit à ces stades qui seront revus. Il n'y a pas que ça. Et avec la phase 2 aussi, entre la FIFA et nous, on est en train de... Est-ce que ce n'est pas pour vous caresser dans le sens du poil? Vous pensez que Gianni va vous dénoncer ou bien désavouer de... Pas du tout, s'il vous plaît. Les dossiers sont là, clairs, nets. Tout est fait, tout est fin prêt pour que les travaux commencent. Les travaux vont commencer simultanément sur les 3 terrains. Vous parlez de la pose pelouse synthétique. Oui, c'est même les autorités... De certaines autorités au niveau de la FIFA même ont dit que mais ils ne savent pas pourquoi le Togo a eu cette chance. C'est rare de trouver qu'on accepte 3 projets comme ça à la fois. Ça a été fait. Et au-delà, pour la phase 2, nous sommes en train de préparer des dossiers. Comme quel dossier par exemple? Les dossiers d'infrastructures des autres stades, la formation aussi bien des premières divisions, deuxième division, la formation des jeunes, la formation des entraîneurs, presque tous les acteurs vont être touchés pour que vraiment l'on puisse relever un peu le niveau de notre football. Au niveau de la communication, beaucoup disent que vous avez fait pire que les autres fédérations. C'est WhatsApp, c'est WhatsApp, c'est WhatsApp. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Vous voulez dire, oui, c'est un moyen de communication, de proximité, donc vous y allez. Parfois, oui, c'est un nouveau média, mais comment l'expliquez-vous? Vous servez tellement de ce moyen Non, vous savez, il est dit dans les tests qu'il faut utiliser les moyens les plus adéquats pour communiquer. D'accord. Derrière, il y a les documents qui suivent. Ça, c'est clair, obligé. Il faudrait que les documents suivent pour que les traces, on puisse avoir les traces. Par exemple, pour les calendriers de championnat, c'est sur WhatsApp. Après, nous, par exemple, ne recevrons plus les calendriers de la D2, de la D1, et ainsi de suite. De toutes les façons, tout est suivi de façon à ce que tous ces calendriers-là suivent après. Les clubs doivent avoir ces calendriers. D'accord, tel que vous l'avez dit, on va revoir où est-ce que ça ne cloche pas, où est-ce que ça ne tourne pas bien, pourquoi les journalistes n'ont pas les calendriers, tout ça, les programmes des matchs. On va le faire. Sincèrement, après les 3 ans, qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? Ce qui nous satisfait, c'est que les problèmes qu'on a vécus dans le temps ont cessé. Lesquels, par exemple? Non, je ne vais pas me poser cette question. Mais c'est encore. Vous-même, vous le savez. Moi, je ne sais pas. Pourquoi les auditeurs ne le savent pas. Pourquoi les autres bureaux exécutifs n'ont jamais dépassé 6 mois d'existence? C'est parce qu'il y a problème de personnes. Non, ça, ce n'est pas... Le bureau d'Amélie a terminé son mandat, pratiquement. Mon frère, ça n'a pas été facile. Hein? Oui, mais il a organisé les championnats comme... De toutes les façons, ça c'est une partie. Il y a ça. Mais maintenant, les choses ont évolué parce que on a pu quand même continuer les championnats 3 ans d'affilée. D'accord, avec de petits problèmes. Mais les championnats ont continué leur route.
Maintenant, on a entamé avec le championnat des féminins. Si le championnat des féminins n'a pas encore terminé son programme, c'est faute de moyens financiers. Nous étions complètement dépassés parce que nous-mêmes, on a essayé de mettre pour que ça puisse Il fallait voir tout ça avant d'entamer, parce que entamer et arrêter, c'est... Quand l'autorité supérieure vous dit « oui, nous allons donner », alors que la date est là pour commencer, nous avons un peu de sous pour que ça puisse commencer en attendant que l'autorité donne. Qu'est-ce que tu veux? Donc c'est l'État qui a fait que ce championnat n'est pas allé au bout. Il y a tout ça là qui a fait que nous n'avons pas encore terminé. Et le dossier, il est sorti, heureusement, tout récemment, avec le ministère qui est là. Bon, vous allez commencer en mars? Tous ces dossiers sont sur la table maintenant. Vous commencez en mars? De toutes les façons, sous peu, les choses vont commencer. Ou bien fin février? Sous peu, c'est mars. Sous peu, les championnats. Deuxième moitié de mars. Sous peu, les choses vont Bien, vous allez réagir rapidement en 1 minute. Vous avez 1 minute pour parler du bilan de cette fédération en 3 ans. On n'a plus beaucoup de temps, on va aller rapidement, même si c'est 30 secondes. Moi, ça m'intéresse. Oui, on commence par Nini Sebagi. Moi, je pense que le bilan de cette fédération est positif par rapport à ce que nous avons vu par le passé. Si je m'en tiens sur la compétition qu'elle a pu organiser, cette fédération, le championnat de première division qui a commencé depuis 3 ans. Entre-temps, la D2 aussi a commencé il y a 2 ans. Et cette année encore, il y a la 3e division aussi qui se joue. Je pense que sur ces plans, je pense que c'est positif pour moi. Ils ont fait mieux que les autres fédérations. Oui, Nona Kinaborosé, vous. Alors moi, je veux dire, la gestion d'une fédération, il faut juste savoir que ça implique beaucoup de choses. Il faut gérer les compétitions, les événements, il faut gérer le public, il faut gérer les médias, les partenaires, il faut gérer les équipements sportifs. Maintenant, pour réellement savoir si ce bilan est bon, il faut se poser des questions par rapport à tout ça. Est-ce qu'au niveau des compétitions, des événements, le public est satisfait? Est-ce que la qualité y était? Est-ce qu'au niveau de la gestion, par exemple, des joueurs des équipes nationales, est-ce que c'est... Quelle note on peut donner? Est-ce qu'au niveau du public aujourd'hui, le public est satisfait? Est-ce qu'il y a les équipements, les équipements des éperviers sont disponibles pour l'interrogation? Est-ce qu'au niveau des partenaires, ils sont contents pour l'interrogation? Ce sont ces réponses-là qu'on doit avoir pour réellement savoir si voilà, le bilan est bon. Très bien, oui. Mohamed. Bon, c'est une fédération à encourager, pour ne pas trop parler, mais c'est au niveau de l'équipe nationale que la fédération a rien laissé aller. Surtout, la fédération, s'il faut que je la note 8 sur 10, Claude Leroy fera qu'il doit la noter 5 sur 10. Albarka. Bon, effectivement, comme l'a dit le grand frère Touré, sur beaucoup de plans, il y a une amélioration. Il y a maintenant la cohésion du groupe, du commerce. On n'a plus des problèmes au niveau de la fédération, le problème de voyage, de primes, tout ça là. Un peu les compétitions aussi, la plupart ont été organisées, mais il y a des couacs, toujours les improvisations, le problème de subvention, on l'a soulevé. Il y a le problème de partage des recettes des stades qui reste à désirer. Et puis il y a aussi le problème de mobilisation des fonds, le sponsoring, problème de communication, parce que jusqu'alors moi je ne connais pas les objectifs de cette fédération pour pouvoir l'évaluer. Parce que pour évaluer quelqu'un, il faut connaître ses objectifs. Je ne sais pas aujourd'hui sur quoi il peut les évaluer, mais par rapport aux moyens humains, la richesse intellectuelle de ce groupe-là, et par rapport à la confiance que ce groupe a eue par rapport aux autorités publiques, je dirais que sincèrement c'est un bilan mitigé. Mitigé. Aristide, oui, vous en 30 secondes aussi, que voulez-vous dire? Non, je dirais simplement que la stabilité a beaucoup aidé ce bureau parce que quand on est stable, les choses se déroulent normalement. Avant, c'est parce qu'il y avait eu cette instabilité, des problèmes de personnes. C'est pour ça, vous allez voir des gens qui démissionnent en cascade. Je vous l'ai dit en semaine, que malgré les difficultés, les gens sont toujours là, les gens sont là à collaborer ensemble. En ce qui concerne la sélection, je crois quand même que, bon, c'est vrai, ce n'est pas la fédération qui gère les sélections nationales, c'est l'État. Et même la fédération ne gère aucun sou
ou aucun franc, je dirais même, de cette sélection. C'est l'État avec le comptable du ministère des Finances. Donc je crois qu'à ce niveau, on peut leur accorder le bénéfice de doute parce que c'est le chef de l'État qui a choisi de recruter un entraîneur pour le pays. C'est le chef de l'État qui, par le ministère des Finances, était de diriger cette sélection. Je retiens également une chose très rapidement, c'est que durant leur mandat, au moins les amoureux du ballon rond n'étaient plus obligés de dormir dans un aéroport international ou d'attendre l'arrivée d'un hypothétique avion. On a retenu que pendant les 3 ans au moins, il y a eu beaucoup de choses qui ont... Ça s'est passé lors d'une CAN. Le Togo a participé à une CAN, on va dire... Et les gens ont dormi dans un aéroport international? Non, ce n'est pas ça, je veux dire. Vous dites que c'est comme si c'est régulier, vous voulez dire? Oui, oui, mais une fois n'est pas coutume. Vous avez parlé d'une seule CAN, mais au moins, en 3 ans, on n'a pas connu cela. C'est déjà quand même positif parce que vivre avec des problèmes chaque fois, ce n'est pas véritablement ce que souhaitent les Togolais. Les Togolais veulent quand même que nous puissions faire les choses dans l'ordre normal des choses. C'est pour ça que moi je dis, mais attention, 3 ans de bilan, je crois que la fédération peut se remettre en cause, oublier tout ce qui s'est passé, faire en sorte comme si rien n'était et de travailler pour les 12 mois à venir. Ce sera très important. On va, 5 secondes. Oui, il y a quelque chose là qui cloche. Les gens pensent que l'État a déposé l'argent quelque part, quand à tout moment on peut l'utiliser à satiété. Mais ce n'est pas ça. Et pour l'État, il faut que les gens apprennent à faire la programmation. Par exemple, pour avoir la chance d'avoir une ligne budgétaire, déjà pour l'année N+1, il faudrait que déjà en juillet de l'année N, vous puissiez apporter vos projets de dépenses au ministère et puis dans les discussions budgétaires, on vous programme. On va écouter. On va écouter, si vous voulez, le président de la fédération, le colonel Gikossi Akovi. C'est un bilan acceptable parce que je sais qu'il y a des choses que nous n'avons pas faites, mais nous avons aussi réussi certaines choses. Au moins, il y a 3 ans que nous jouons le championnat. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Mais il y a de bonnes choses qui sont faites. Je crois que nous devons reconnaître au moins l'effort que le commerce est en train de faire, la fédération actuelle est en train de faire. Donc ce bilan n'est pas si mauvais, mais il y a des choses à corriger. Nous allons les corriger pour que nous puissions prouver aux gens que nous sommes venus pour travailler et non pour blaguer. Voilà le colonel Gikossi Akovi. Voilà, Gildas, on peut aller les voir. On les a volés. On va les voir. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Fonsinama. Oui, bonjour, cher ami. C'est pas de nous? C'est pas de nous. Comment vous... Allô, vous nous suivez? Aïe, aïe, aïe. On n'a pas réussi à l'avoir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui revient. On va essayer de l'avoir. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Gérard Sélassié. Oui, bonjour à tout le monde là-bas. Oui, vous allez bien? Je vais bien. Très bien, on vous écoute. Francky Novas à la fédération que les sanctions. Il reste quoi? Les sanctions. Les sanctions, hein? Oui, et surtout qu'il y a des récidivistes. On a dit que rien ne va justifier la violence. On a dit rien. Quand rien va faire ça, ça veut dire que vous pouvez donner toutes les preuves. On a dit rien ne justifie. Donc si c'est la violence, il faut sanctionner. Bien. Quand on dit payer 300 000, 200 000, je vous dis que les gens peuvent préparer 300 000 là-bas pour aller tuer un arbitre. Donc, il faut sanctionner. Bien. Merci Gérard Sélassie, à très bientôt. Excellent week-end. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Boukadi. Oui, mon frère. Tout va bien? Tout va bien. Oui, ok, on va y aller. Permettez-moi de poser une question à M. Baba Touré. Allez-y. Tout à l'heure, quand le frère parlait des sacs de charbon, il a demandé des preuves. Je me rappelle que l'ancien entraîneur de Protocole, lui qui est venu actuellement là. Oui. Il y a eu un match où il a apporté preuve là. Où on est ce problème là? Où il n'y a pas de preuve là? Où on est ce problème là? Ah, c'est la question que vous voulez poser. Oui. Ok. Oui, il y a un auditeur qui vous interpelle. Il dit, il y a eu un moment où Jules Koudjodi avait dit que ces joueurs ont été, on va dire, corrompus et autres avec des preuves à l'appui
Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant? C'est l'auditeur qui demande. Oui, mais est-ce que les preuves ont été apportées au niveau de la fédération? Ça dit que les gens le disent, mais les preuves, apporter les preuves, c'est encore un autre. Donc vous n'avez pas reçu de preuves? Mais s'il y a les preuves, franchement, on va étudier. Très bien. Quelqu'un d'autre, allô? Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Dieu Mancini. Oui, allez-y, vous allez bien? Concernant la violence sur les stades, là, oui. Je voudrais dire à la fédération de prendre une disposition pour qu'ils sanctionnent ces clubs. Par exemple, les sanctions que moi j'ai envie de leur proposer, on les sanctionne sur le terrain afin qu'ils jouent sur un terrain neutre et leurs matchs seront joués à huis clos sans les supporters. Avec une amende que la fédération peut sortir, c'est que les présidents des clubs essaient de sensibiliser les supporters. Par exemple, il y a certains supporters qui n'ont pas leur carte concernant pour les supporters. Et souvent, c'est ceux-là qui sont les gens qui font les violences sur les stades. Et pour que, avant que leur mandat se termine, on puisse satisfaire de leur mandat. Bien. Dodi le Mancunier, merci de nous avoir appelé. À très bientôt, excellent week-end. Quelqu'un derrière Dodi le Mancunier. On peut avoir encore un auditeur ou c'est bon? Oui, c'est bon, me dit-on. Allez, merci, chers auditeurs. On sait que depuis là où vous vous trouvez, vous nous suivez certainement. On va remercier Nieni Sebabi, le président de l'association des entraîneurs de foot du Togo, Nola Kina Borosé, qui nous vient de BNB Sport. Mohamed Touré, Albarka Farouk, merci Aristide Kouevidien, merci Baba Touré qui nous vient du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Beaucoup de courage pour la suite de votre mandat, il vous reste un an. Bien de choses surtout pour le football togolais. Merci également Angelo Folico, Grégor Attignon, Roméo et Thor, tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la réalisation de cette émission. Gindas Kabouré, merci Eloma Dovon pour la vidéo. À très bientôt, excellent week-end.